C'est bon là? Ouais, j'espère. De toute façon, C'est toujours un petit décalage. oui. C'est bon? Ah, bon. Vous êtes là, vous êtes où? Ouais. Là, il n'y a personne. Ça m- je redémarre ou pas? Bonjour à tous et bienvenue donc au conseil municipal du 12 juin 2024. Certainement le dernier conseil avant l'été. Nous nous retrouverons au mois de septembre. Donc je vais faire l'appel des membres. Alors Eric, Daniel, ensuite Joanne, Magali, Jean-Luc, Présent. Nathalie Présente. et Michel. Présente. Il y a une procuration qui est donnée à Julien Bernard. Julien? Présent. Julien a une procuration pour, je crois, il n'y a pas de procuration. Muriel Rodier. Voilà, pour Muriel Rodier. Ensuite, Daniel pour Madame Chalvet. Daniel pour Madame Chalvet. Monsieur Rio pour Monsieur Delorme. Oui, Jean-Luc Sautoir pour Thierry Laurent. oui, Et Thierry TBI, Brière-Richard pour Jean Bruno. voilà. Donc, ça nous fait donc en présentiel pour l'ouverture du conseil. Nous sommes donc autour de la table, nous sommes 9, c'est ça? On est 9. Donc, on peut siéger valablement. Et on a en tout 4 procurations, c'est ça? 5. 9 et 5, 14, c'est ça? Ok. Donc, on souhaite aux conseillers municipaux qui sont en convalescence, ils sont nombreux en ce moment, on souhaite un prompt rétablissement. Voilà, vous avez été donc destinataire de l'ordre du jour. Je ne prévois pas de modification. C'est un conseil qui devrait être assez court, mais il y a un peu de débat quand même. Donc, sur cet ordre du jour, je vais vous soumettre au vote avec les procurations. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Donc, on passe ensuite au compte rendu du conseil municipal du vendredi 2 avril 2024. Y a-t-il des remarques? Vous l'avez bien lu? Pas de faute d'orthographe? Merci. Donc, je vais soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Alors, on va délibérer maintenant pour la création d'un poste d'adjoint technique territorial. Il faut que je explique pourquoi. Je vous rappelle un petit peu la réglementation. Je vous rappelle que donc un des employés du service technique est parti à la retraite, il va avoir ses droits à la retraite. Et dans la fonction publique, vous savez que dans le service technique, il y a plusieurs grades. Donc on est simplement adjoint technique, ou alors on est deuxième classe, ou alors ensuite on est première classe. Et on passe d'un échelon à l'autre en fonction du nombre d'années. Hein, voilà. Donc comme le poste sur lequel était l'agent qui est parti à la retraite était un poste d'agent technique première classe, je ne souhaite pas recruter sur un agent technique première classe, je souhaite recruter sur un poste de premier niveau, à savoir adjoint technique. Voilà. Mais comme il n'y est pas, il faut le créer. Voilà. Donc une fois qu'il est créé, ensuite il est publié, et puis bon, après je recruterai sur ce poste-là. Voilà. Donc il me faut l'accord du conseil municipal pour créer ce poste d'adjoint technique sans parler de deuxième classe ou première classe, c'est simplement adjoint technique. Voilà. Jean-Luc, micro. Ouais, c'est juste pour ma gouverne. Du coup, le poste qui n'est pas pourvu, il disparaît de fait? Non, alors il y a deux solutions. Soit après, je vous proposerai sa fermeture, ou on peut le laisser comme ça, mais on ne recrute pas dessus. Voilà. Donc nous, on n'a obligation de rien dessus. Voilà. Alors on peut très bien, en conseil municipal, un jour, je peux vous proposer de le fermer. On peut le fermer. On consulte le centre de gestion pour le fermer ou pas. Mais en tout cas, la nomination sur le poste relève, voilà, c'est pas ce qu'on recherche. Hein. C'est repartir sur un adjoint technique qui est, voilà, adjoint technique. D'autres remarques? Donc je vais soumettre au vote cette création de poste d'adjoint technique territorial. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie à l'unanimité. Ensuite, il faut qu'on reprenne une délibération concernant les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Alors, ça porte un nom assez barbare qui s'appelle IHTS. C'est une procédure qui permet, si vous voulez, dans la mesure de 25 heures par mois, ça serait beaucoup quand même par agent,
que le maire puisse, en cas d'un excès de travail, en dehors des heures de service, d'attribuer un certain nombre d'heures supplémentaires. Voilà. Donc il y avait une délibération qui datait de 2011. Voilà. Et donc comme c'est le percepteur, ou enfin, c'est le service de l'État qui nous dit cette délibération n'est plus valable, il faut la reprendre, et en précisant toutes les filières qui peuvent être autorisées à faire des heures supplémentaires. Donc vous avez, alors comme nous dans notre structure, on a des adjoints, la filière administrative, la filière territoriale animation et la filière territoriale technique. Voilà. Donc il faut que vous m'autorisez donc alors après, le prix de ces heures-là, c'est calé. Hein. Il y a un taux. C'est pas moi qui décide du taux. Hein. Mais bon, voilà, des fois, plutôt que de rattraper, de dire, voilà, vous cumulez vos heures, vous ne venez pas sur on peut, des fois, c'est intéressant de donner quelques heures supplémentaires pour quand il y a un besoin urgent. On n'y pratique pas souvent, mais bon, si on n'a pas les libérations, on ne peut pas payer. Voilà. Micro. C'est pour tous les services. Tous les services. Ah oui. Voilà, c'est énumère toutes les filières techniques, territoriales, administratives, animation et techniques. Voilà. Toutes nos filières que nous avons dans les agents non titulaires aussi, c'est pareil. Tu vois, précise que les dispositions des primes et indemnités feront l'objet de la prime de livraison pour être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires de grade de référence. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous proposer au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Donc à l'unanimité, je vous remercie. Alors après, nous avons un point étape sur les travaux d'eau et d'assainissement pour vous dire où on en est. On avait beaucoup débattu, vous vous rappelez, sur savoir si on faisait un diagnostic du réseau d'eau et d'assainissement. Hein. Donc on est en train de lancer la consultation pour avoir un bureau d'études qui nous mène cette étude le plus rapidement possible et qui nous donne après l'état du réseau d'eau et d'assainissement. Et puis, après, d'envisager éventuellement les travaux. En tout cas, le débat qu'on avait eu, vous savez, c'était de se dire, bon, est-ce utile de le faire si on transfère la compétence au assainissement? Mais bon, comme juridiquement, je ne me suis pas encore penché sur le transfert de compétences et sur le bien immobilier qu'on transférait, c'est utile d'avoir un état des lieux des réseaux et de tout notre patrimoine concernant l'eau et l'assainissement. Et on verra bien après. Si la loi change, ça sera nécessaire d'avoir fait. Il était nécessaire de faire cet état des lieux. Et puis si on est obligé de transférer, ça sera quand même un argument aussi quand on transférera notre compétence sur l'état de nos réseaux. Voilà. J'espère qu'on ne le fera pas. Et puis on va lancer aussi, je vous le rappelle, c'est qu'on a fait on avait déjà délibéré sur ce projet. Vous savez qu'on a de l'autre côté de la départementale, en face la route qui descend vers Sauvas par le Gué là. En face vous avez un petit hameau, il y a 4 ou 5 maisons qui ont un mauvais tuyau d'eau qui traverse la route et il n'y a pas d'assainissement. Et on a un passage sous la départementale, donc on a fait un petit dossier de travaux. Et on a demandé une subvention à l'agence de l'eau, ça devrait marcher. Et on fait cette petite partie. Bon, c'est une demande, et puis c'est faisable. Quoi. Hein, donc voilà pour l'eau, l'assainissement. Sur la construction de la maison de santé, donc je rappelle quand même au conseil municipal que nous avons donc le permis de construire, qui a été accepté, que nous n'avons pas encore les subventions, qui ne saurait tarder. J'étais aujourd'hui au téléphone avec le directeur du cabinet du président du département. Donc, ce n'est pas parce que je l'ai eu que la subvention va arriver, mais en tout cas, c'est toujours d'actualité sur les subventions. Hein. Voilà. Et il faut que je vous précise que, on vous rappelez, on avait lancé la consultation des entreprises. Donc, alors la consultation des entreprises est en cours, elle est terminée, c'était le 3 juin, je crois. Et donc, le SDEA nous propose, donc je vais prendre mon portable de manière exceptionnelle, une réunion dans laquelle on examinera elles nous ont fait un petit peu un résumé de tous les appels d'offres. Voilà. Et ça devrait être, sauf erreur de ma part, alors je vérifie, je crois que c'est le 18. Alors, je cherche la date. Non, je ne trouve plus la date. Donc, je vous communiquerai la date parce que je ne la trouve plus. Je ne sais plus où j'ai mis cette date.
Je ne sais plus. Donc, en tout cas, je vous préciserai la date. Donc, on aura une étude, une analyse des résultats par le SDEA, qui après, c'est à nous de choisir l'entreprise. Alors après, on n'ira pas plus loin. Hein. Je vous rappelle qu'on ne peut pas signer les engagements si on n'est pas sûr quand même d'avoir les financements pour le faire. Hein. Sinon, voilà. Mais bon, on peut penser que cet été, de toute façon, on n'engagera pas les entreprises sur l'été. L'été, il ne se passera rien, donc on attendra le mois de septembre. Alors, je crois qu'il y a un lot pour l'instant, bon, je ne vais pas le dire en conseil municipal, je crois qu'il y a un lot qui n'est pas attribué, parce que personne n'a répondu sur l'eau. Voilà. Donc, comme c'est un peu de marché ouvert, j'ai donné des noms d'entreprises. Ben non, je peux le dire, c'est le lot menuiserie. Il n'a pas été attribué. Il n'y a personne qui a répondu à l'appel d'offres, donc on a relancé. J'ai dit, il y avait des entreprises autour, dans le Gard, pas loin, et voilà. Et donc sur ce lot, donc il n'y avait pas de réponse. Voilà. Et c'est un lot important. Vous pensez bien que sans fenêtre, c'est pas un bâtiment. On serait un peu embêté. Oui, voilà. C'est peut-être pour ça hein, que c'est pas. Voilà. Sinon, tous les autres lots, il y a des réponses. Voilà. Bon, je n'ai pas le détail. Hein. Voilà. Donc, je vous préciserai la date. En tout cas, on pourra attribuer les marchés, mais sans signer les engagements pour les entreprises, ce qui paraît normal. Sur les travaux cœur de village, donc l'autre jour, pour ceux qui ont pu se libérer, on a fait le tour du village avec les travaux dans le village. Ça avance. Donc, je ne sais pas si vous avez vu techniquement le revêtement qui a été mis en place. C'est pas mal. Il s'éclaircit au fur et à mesure. Il devient un peu très... Enfin, voilà, ça, moi, je trouve que c'est bien harmonieux avec... voilà, sous les arbres, tout ça, ça ne choque pas. Ça sèche assez vite. Et puis, voilà. Donc, ils ont prévu... ils avancent. Hein. Donc, là, je suis allé voir tout à l'heure. Ils ont presque fini sous les platanes, d'un bout à l'autre. Il leur reste... Alors, quand c'est plus difficile pour eux, c'est quand il n'y a pas le... Ils peuvent pas apporter la toupie. Si la toupie est au bord, c'est plus facile. Donc, l'endroit le plus difficile, ça, c'est derrière le logement de Ardèche Habitat. Là, ça veut dire qu'ils sont petits chargeurs, ils sont obligés de décharger au fur et à mesure. Voilà. Mais bon, on peut penser raisonnablement qu'à la moitié de la semaine prochaine, c'est fini. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Après, ils ont attaqué en même temps, ils ont commencé à piqueter au niveau du passage de la rue du Mineur, puisqu'ils vont faire le passage surélevé, là. Et comme il faut être sûr que l'eau s'évacue, parce que si ça fait une bosse, l'eau qui viendra de l'entreprise de Boyer, ça va hein. Donc, ils sont passés dessous avec une grille pour récupérer dans le brodaï. Voilà. Et donc, ils vont faire donc, ce plateau. Donc, alors, Eric me disait, il faut le faire plus élevé. Donc, j'ai transmis ta demande. J'ai dit, faites-le moi le plus haut possible. Voilà. Ben, non, mais voilà, c'est un plateau, hein, c'est pas. Voilà, non, c'est plus. C'est moins 20, non? Sur un plateau, ça peut être plus élevé. Ouais, ouais. Ça fait plus de 4 mètres, c'est ça? Je ne sais pas comment il suit. Alors, il y aura piétons plus vélos qui pourront passer dessus. Voilà. Hein? Voilà. Et donc, voilà pour ça. Devant, donc, concernant l'espace devant la gare, donc, j'ai aussi soulevé ce que disait Eric en disant attention à la poussière, attention, etc. Donc, la semaine prochaine, ils vont m'amener un petit tas dans un coin pour qu'on voit un peu la couleur pour savoir ce que c'est. Donc, en début de semaine, donc vous pourrez passer, on regardera ce que c'est. Hein, voilà, avant qu'ils le déposent de manière définitive. Voilà, donc ça avance bien. Les retours que j'ai des gens, alors bien sûr, c'est pas tout le monde, mais je trouve que les gens sont assez contents du rendu. Voilà, enfin, ils ne sont pas choqués. Voilà. J'ai eu quelques questions sur est-ce que la place devant la gare sera ouverte aux voitures. La réponse est non, il n'y aura pas de voiture devant la gare. Voilà. Donc, hein, devant la place, devant la gare, ben oui. Devant la gare, entre la gare et l'empisterie, il n'y aura pas de voiture. Voilà. Non, mais on le précise parce que voilà. Voilà pour ça. Sur la résidence repère, Joanne peut en dire un peu plus. C'est presque fini. Alors, on va prendre le micro. Oui, c'est presque fini. Je ne sais pas quoi dire, c'est presque fini. Il ne reste plus que la peinture à mettre sur vraiment la façade. On a fait aussi un test pour savoir si le verre qui est devant, là, on appelle ça les garde-fous, garde-corps, voilà, s'ils étaient résistants, s'il fallait les changer ou pas.
On ne sait pas encore la réponse parce qu'on a lancé un poids de 50 kilos. Ça a cassé la vitre. Elle est un petit peu sortie du cadre. Je ne sais pas si c'était bien normal ça, mais je crois que quand ils ont lancé le poids, ils ne l'ont pas lancé au milieu, ils l'ont lancé sur le côté. Donc ça n'a pas été bien fait. Le test, il disait que on ne peut pas c'est pas trop en penser. Peut-être qu'il faudrait recommencer, il faudrait qu'ils refassent quelque chose. Hein? Oui, il faut taper au milieu. Et ils ont tapé un petit peu sur le côté. Maintenant, quand tu tombes, tu choisis pas où tu tombes. Ouais. C'était pas forcément au milieu. Non, mais en fait, je pense que le test de résistance, je pense qu'il y a des normes, tu vois, pour faire ce truc avec ce gros poids qui est tombé. Bon, la vitre n'a pas explosé, elle s'est feuilletée, elle a pas. Elle peut casser, mais il faut pas qu'elle tombe. Voilà. C'est comme un pare-brise de voiture. Oui, c'est vers sécurité, voilà. Oui. Donc après, ça, c'est une histoire parce que c'est l'idée que voilà, il faut que ça résiste. Voilà, qui tombe qui traverse oui. le... Oui, c'est un peu comme les tests sur les paniers de basket. Ils prenaient des gros poids, ils font tenir dessus pour savoir s'ils ne vont pas céder avec les fixations. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Ça m'a fait de la peine d'avoir ce vis de cassé. Sinon, donc, le revêtement est quasiment fini. L'entrée, il reste encore le crépi côté intérieur, là, côté... C'est juste la peinture. Oui, enfin, c'est un petit enduit, quoi. Oui, un petit enduit. La clim a été placée dans le salon. Dans le salon. La bourdarique. Et voilà, donc normalement tout fonctionne. Il y a des retours sur les locataires? Alors, oui, ils m'ont dit qu'ils entendaient moins. Les boules, par exemple, ils n'entendent plus trop que ça claque contre les blagues. Qu'est-ce que c'est aussi qu'elle m'a dit? Pour la chaleur, ils ne peuvent pas tester la encore. chaleur, on ne sait pas encore, mais bon, qu'est-ce qu'elle m'a dit aussi? On entend moins. Non. Bon, je ne sais plus. Enfin, elle m'a dit, mais si, c'est vrai qu'on entend moins l'extérieur. Ouais. C'est bien, c'est normal avec les belles fenêtres qu'ils ont maintenant. Et bon, alors les volets roulants, quand même, bon, il faut qu'ils fonctionnent. Un soir, quand quelqu'un m'a oui, appelé, il y en il a était bloqué, donc il a fallu que je saute à la barrière pour faire débloquer le volet. Donc, bon, il y a la garantie. Hein. Après, nous, on n'est pas les donneurs d'ordre sur ce projet. On y va aux réunions, tout ça. Ça concerne l'architecte, voilà. Mais bon, on suit quand même l'affaire. Hein. L'entreprise Pascal, elle réagit vite quand même. Oui. Parce que dès que j'appelle pour dire qu'il y a un problème, ils sont dans la journée, ils sont là. Oui. Ouais. D'ailleurs, c'est eux que je leur ai dit, pourquoi vous ne postulez pas sur ce lot? Voilà, c'est un lot important quand même sur la maison médicale. Voilà, donc c'est en bonne voie, ça devrait être fini. Alors, ils ont promis pour la fin du mois. D'accord. Ouais. Comme pour la voie douce. Ils ont pris beaucoup de retard à cause du mauvais temps. Quand il pleuvait, forcément, ils ne pouvaient pas travailler. Donc, ils m'ont promis que pour la fin du mois, ce serait fait. Voilà. Bon, après, donc... il faudra faire l'inauguration. Oui, ben, on fera tout. Vu les circonstances électorales en ce moment, je pense qu'il va y avoir quand même une sorte de break sur les inaugurations. Donc, on pensait quand même qu'on fera ça au mois de septembre. La voie douce sera finie. On pourra faire l'inauguration de repères en même temps, plus le jeu d'enfants, puisqu'on n'a pas inauguré. Donc voilà, on fera ça mi-septembre. Ça sera un peu plus calme. Alors, il faut qu'on parle un petit peu de la rénovation énergétique des logements dits de l'ancienne poste. Alors, ce même jour, on était sur la place, on est allé visiter ces locaux. Pour ceux qui ne les connaissaient pas, je vais laisser la parole un petit peu à Magali, qui suit un peu ce projet de rénovation. Puis après, on peut débattre. Hein. On ne va pas voter aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on fait des locaux, qu'est-ce qu'ils vont devenir, mais il faut quand même que je prenne un peu la température auprès de vous pour savoir vers quoi on pourrait se diriger. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, comme ça les gens entendront s'ils écoutent ou s'ils réécoutent, c'est quoi ces logements, quelle surface, ils sont où? Vas-y. Alors c'est dans le cadre du TEPOS déjà qu'on s'est intéressé à tous ces logements et ces endroits, puisque au niveau de la communauté de communes, on a des aides pour rénover énergétiquement des bâtiments communaux, et l'idée c'était de se grouper en intercommunalité, voire en plusieurs intercommunalités, pour essayer d'avoir des subventions et de vraiment voir ce qu'on pouvait faire pour de la rénovation de bâtiments.
Donc on a fait un travail depuis pas mal de temps là, sur les consommations électriques des bâtiments, etc., etc. Et on nous a demandé d'en isoler un certain nombre en nous disant voilà sur lesquels on pourrait faire des travaux. Et du coup, l'ancienne poste, elle paraissait intéressante parce qu'il y a vraiment beaucoup de travaux à faire. C'est trois appartements donc, qui peuvent qui sont... Voilà, il y en a un au rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. D'après les gens du TEPOS qui ont visité, il y aurait peut-être même possibilité d'aménager les combles. Bon, après, voilà, à voir si vers un quatrième plus petit, mais en sous-pente. Et donc, on a dans ce bâtiment donc de l'ancienne poste, on a deux appartements qui, eux, ont au moins 2 chambres. Une salle à manger, une cuisine, salle de bain, toilette. Et on en a un peu plus petit avec une seule chambre, une pièce à vivre et pareil, salle de bain, toilette et un dressing ou un endroit, ça peut être un cellier aussi, enfin voilà. Tous les appartements pour l'instant ont un garage, donc il y a 3 garages sur le bâtiment. Et du coup, on s'est posé la question de savoir est-ce que ce serait intéressant de rénover par nous-mêmes, de voir ça avec Ardèche Habitat pour savoir si eux seraient intéressés par faire les emprunts, faire les travaux et qu'on fasse comme un repère après, qu'on soit bailleur, le temps de récupérer le bâtiment une fois qu'ils ont, eux, récupéré les fonds qu'ils y ont mis, ce qui permettrait à la mairie de ne pas avoir d'endettement pour ce bâtiment, pour la rénovation de ce bâtiment. Et nous, ça nous permettrait d'avoir 3 au moins logements vraiment rénovés, voilà, quasiment au cœur de village. Voilà, parce que après, donc, il y a aussi une hypothèse qu'on peut aussi débattre, c'est on peut vendre aussi. On peut dire, c'est un bâtiment, il ne nous intéresse pas, on ne veut rien faire, on vend. Non, mais c'est ça, on fait nous-mêmes, on rénove avec des aides possibles, tout ça. On délègue ça à Ardèche Habitat, et phase 3, on ne fait rien, parce qu'on ne peut pas rouler comme ça. C'est simple, on va pas, les normes, d'abord, il faut un audit énergétique, et c'est des passoires, donc on ne peut pas. Donc, il y a un locataire pour l'instant, il y est, donc on ne va pas le mettre dehors, les 2 autres ne sont pas occupés, donc on perd un peu d'argent quand même, mine de rien, mais bon, c'est comme ça, et c'est la vie de ces bâtiments, les travaux n'ont pas été faits, il y a les fenêtres qui ont été changées, si on peut dire ça. Alors, voilà, moi je vous amène, Magali vous a donné un petit peu les éléments. Alors, on a écrit au SDE 07, alors le SDE 07, je vous rappelle, syndicat de l'énergie de l'Ardèche, lui va nous faire un audit énergétique, puisqu'on avait délibéré en conseil municipal, vous vous rappelez, pour qu'ils nous fassent, donc ils ont un appel d'offres avec des prix un peu serrés, et ils vont nous faire un diagnostic complet, avec la possibilité, je pense, donc des étiquettes énergétiques pour nous dire, mettons on est en F, je dis n'importe quoi, pour passer en C, il faut faire ça, ça, ça. Bon, après on le regarderait, etc. Mais ça donnera une idée des travaux à faire. Donc eux, ils peuvent mobiliser, d'après ce que j'ai compris, des C2E, c'est des crédits que les grosses entreprises payent pour les économies d'énergie. Et donc, il peut y avoir un peu de subvention, pas énormément, un peu quand même. Voilà, on pourrait avoir des aides ensuite par la préfecture, je pense, sur ce qu'on appelle le fonds vert. Donc, c'est à réfléchir tout ça. Donc, une fois qu'on aura fait l'audit, ça. Et puis, donc, on va faire cet audit. On va le commander. On l'aura. On reviendra sur les résultats de cet audit. Et entre-temps, pour ne pas perdre trop de temps, parce que j'aimerais qu'après, une fois qu'on aura fini le cabinet médical et qu'on aura fini la voie 2, on ne saura plus quoi faire. Donc, il faut qu'on trouve un projet. Voilà. Il faut qu'on trouve notre projet d'ici la fin du mandat. Et je me dis, du coup, on a appelé quand même Ardèche Habitat, on leur a dit, venez voir quand même, parce que s'ils nous disent, non, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas. Ça veut dire que c'est où on vend, où on rénove. Et alors, je vais vous lire la réponse d'Ardèche Habitat quand même. Voilà. Donc, c'est le directeur qui est venu. Merci Magali. Alors, donc, je vous la lis. Je tiens à vous remercier de la rencontre du 22 février, au cours de laquelle nous avons visité le bâtiment communal comprenant 3 logements. Cette visite a été l'occasion d'échanger sur les possibilités de réhabilitation de ce lieu et je souhaite par la présence vous faire part des éléments clés
discutés lors de notre entretien. Alors, donc, la commune de Saint-Paul-le-Jeune, située sur le territoire TEPOS, aspire à la rénovation de bâtiments vertueux, englobant les aspects techniques exigeants, le remplacement des appareils sanitaires anciens, c'est vrai que les salles de bain sont refaites, la mise aux normes électriques, ainsi que les travaux d'embellissement. Nous avons exploré différentes options de partenariat pour la réalisation de ce projet. Alors, ils exposent, la mairie pourrait agir en tant que maître d'ouvrage avec la possibilité d'une assistance à la maîtrise d'ouvrage d'Ardèche Habitat, ça s'appelle une AMO. Ardèche Habitat pourrait également devenir maître d'ouvrage, c'est-à-dire que ça nous remplace, avec la propriété du bâtiment par bail amphithéotique sur une durée des emprunts ou par acquisition directe. Il pourrait acheter le bâtiment. Il est à noter que dans le cas d'une éventuelle vente, le montant admissible par l'équipe de l'opération ne serait probablement pas compétitif par rapport à un investisseur privé. Ouais, ça paraît logique. Ça paraît logique. Pour assurer la faisabilité du projet, il est recommandé de le maintenir simple, évitant toute remise en question de la distribution des logements. Dans ce contexte, nous pourrions envisager une déclaration de travaux plutôt qu'un permis de construire. Cependant, une rénovation plus lourde impliquerait la valorisation des combles ou un agrandissement nécessiterait une évaluation plus approfondie. Vous savez, les combles sur le dernier, ça mérite une réflexion sur nos communications avec l'appartement dessus, sur ces combles. Voilà. Nous avons également discuté de la nécessité de la commune de solliciter le SDE 07 pour une étude thermique, ce que je vous disais, définissant des souhaits en matière de performance énergétique, ainsi que du transfert des surfaces et des loyers logements avec l'étude thermique du SDE 07. Cette étape cruciale permettra d'évaluer le niveau des travaux envisagés et d'adopter les projets en conséquence. Ardèche Habitat se tient à votre disposition pour toute information complémentaire et discuter des étapes futures du projet. Voilà. Donc, c'est à nous d'agir pour le diagnostic. On peut le faire très rapidement. On l'aura début septembre, je suppose. Et à partir de là, on peut en reparler en conseil municipal pour savoir quelle orientation prendre. Encore une fois, on ne délibère pas. Mais il faut que dans notre tête, ça mûrisse un peu pour savoir comment on veut un peu s'orienter. Jean-Luc voudrait intervenir. Juste, dans le courrier, il ne parle pas d'isolation extérieure. À mon avis, l'isolation thermique à l'extérieur est nécessaire. Donc, il ne me semble pas l'avoir entendu dans le courrier. Mais ça dépendra, excusez-moi Magali, ça dépendra du diagnostic. Oui, bien thermique. sûr, du diagnostic, mais ils ne sont pas positionnés là-dessus. C'est ça qui me... En fait, quand on les a rencontrés, enfin moi, quand on les a rencontrés, on l'a évoqué avec eux parce que les techniciens du TEPOS qui étaient venus voir nous avaient dit ce sera par l'extérieur de toute façon parce que c'est que comme ça qu'on va pouvoir avoir vraiment quelque chose de performant. Et quand on en a parlé avec les gens d'Ardèche Habitat, ils nous ont dit oui, bien sûr. Donc ils voient bien que ça va être... Ils en sont conscients. Ouais, ils en sont conscients, oui. Et ils sont prêts à acheter le bien. Après, Voilà. je ne sais pas si on fait le tour de table, mais comme j'ai le micro, j'en profite. De par mon défaut de comptable, je me dis un bâtiment qui appartient à la commune, même s'il est en bail amphithéotique, le double intérêt, c'est qu'on ne perd pas notre bien. Et le deuxième, c'est qu'on récupère le bien une fois que le bail est éteint, avec tous les aménagements qui sont faits dedans. Le deuxième, c'est que on a fait beaucoup d'emprunts pendant ces dizaines dernières d'années et on n'a pas une capacité très forte. Or, évidemment, quand on pose des demandes de crédit auprès des établissements bancaires, ça pèse quand on a de moins en moins de capital, enfin d'immobilisation. Donc là, le fait de le vendre, ça serait aussi se mettre une balle dans le pied, quoi, à deux niveaux. Enfin, voilà, c'est mon humble point de vue. D'accord. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Nathalie, n'hésite pas. Julien, si tu veux dire un mot? Non, après tout dépend le bail amphithéotique parce que c'est vrai que si c'est 35 ou 40 ans, enfin, on ne bénéficiera pas forcément des travaux qui ont été faits puisque du coup ça sera après plus aux normes, il faudra recommencer. Nous, en tant que commune, je sais pas, on paye le foncier là-dessus? Oui. Donc si on fait un bail amphithéotique, on continue à payer le foncier? Non, c'est eux qui continuent. Non, c'est eux. Donc pour nous, c'est une opération blanche. Au final, on continue à garder des logements et les locataires, ils sont dans des conditions dignes. Ouais. Voilà, donc moi ce que je vous propose, on va attendre ce résultat parce que c'est le diagnostic thermique, s'il est bien fait, il va nous proposer des étiquettes à remonter, on les analysera tranquillement, on les fera venir pour qu'ils nous analysent un petit peu et voir après tous les postes qu'il faudra faire, le montant, du coup
Ben, hein, voilà, est-ce qu'il y a des aides ou pas de l'État par rapport à tout ça, par rapport à éventuel emprunt ou pas, puisque à ce jour quand même, je vous rappelle que donc il y a 3 appartements, donc il y en a un locataire, les 2 autres, on perd quand même de l'argent, hein, mais bon, c'est comme ça, à un moment donné, si tu fais pas le break en te disant il faut faire quelque chose, ben, on traîne toujours, hein, c'est, quand il y a un locataire dedans, tu traînes, tu dis bon on le fera, mais là il faut y aller, quoi. Donc après, c'est l'opportunité peut-être de se dire, au fond, il y a des aides qui tombent. Est-ce qu'on est financé à 80% sur un bâtiment comme ça? Donc peut-être ça vaut le coup. Mais c'est pas, à mon avis, c'est pas ça. Donc ça peut être beaucoup moins. Et après, l'hypothèse de l'habitat, il faut qu'ils reviennent vers nous et voir après si eux, par rapport à l'étiquette énergétique, bah, ils y vont ou ils y vont pas. Ou ils disent, ben non, c'est trop d'investissement pour nous. L'équilibre n'y est pas, on n'y va pas, quoi. Donc après, ben, la balle sera dans notre camp. Bon, voilà. Moi, je me dis, jusqu'au mois de septembre, on essaye d'avoir ce diagnostic, et au prochain conseil municipal, si on a avancé, ben on essaie de se positionner rapidement, quoi, sur la suite. Eric voulait intervenir? Mais c'est aussi à nous à savoir à quelles étiquettes on veut avoir. Bien sûr. Parce que là, si on sait une passoire énergétique, si on est en F ou G et qu'on demande d'être en C, oui, c'est peanuts, quoi. Oui. Il faut tendre vers l'excellence, c'est-à-dire avoir en émission un A et en consommation un A. Ça veut dire de très très gros investissements. Oui. Oui. Après, bon, donc je vous rappelle les étiquettes, ça va de A à G, non, c'est ça? Voilà. Donc il y a des grandes chances qu'il soit G. Hein, G. Parce que. Non. Et donc après, remonter, tu sais, même déjà remonter en C, qui est considéré comme dans ABC, c'est dans le vert, mais c'est le bas de la rénovation. Hein. Donc voilà, voilà. Oui, mais si on remonte en C, plus on va aller dans le temps, le C va redescendre systématiquement parce qu'on va avoir des nouveaux matériaux qui vont arriver et les normes vont tendre à aller vers l'excellence. Oui. Donc on va se retrouver au bout de 20 ans avec un bâtiment qui sera toujours une passoire énergétique. Oui, c'est vrai. Magali, alors Daniel, tu veux intervenir, tu veux dire un petit mot? Non Oui. Oui, c'est juste que dans le cadre du TEPOS, et je pense que Ardèche Habitat, ils sont dans ce cadre-là aussi, en fait, ce qui est visé, c'est du A ou du B. Parce que maintenant, ils sont tout à fait conscients que quand on rénove quelque chose, bah, faut pas le rénover à moitié parce qu'on en est à faire des isolations extérieures, à changer toutes les huisseries, à mettre des systèmes intérieurs pour avoir de la ventilation et tout. Il y en a déjà d'ailleurs dedans de la ventilation. Bon, qui est pas terrible. Mais je veux dire, c'est pas non plus pourri comme logement, quoi. C'est pas terrible, mais. Il y a des arrivées d'eau qui passent d'un appartement à l'autre. Oui, voilà. Mais bon, disons que là, vraiment, dans le cadre de toute façon du TEPOS, ce qui est visé, c'est du A ou du B. Et donc, de toute façon, je pense qu'Ardèche Habitat, ils sont bien conscients aussi que ce sera du A ou du B qui sera demandé, parce que maintenant, en fait, il n'y a plus de crédit si tu fais pas du A ou du B. Le fonds vert de l'État, c'est vraiment aller vers du A ou du B, hein, c'est sûr. C'est pas juste les fenêtres changer. Moi, je comprends rien peut-être, mais je sais pas, pour faire du A ou du B sur des vieux bâtiments comme ça, en pierre et tout ça, avec des vieilles toitures, il faut refaire. C'est pas que l'isolation de l'extérieur, en fait, au final, c'est tout, ça doit représenter un montant. Pas forcément, ça représente un beau montant, mais en même temps, c'est une fois que tu fais de l'isolation extérieure, c'est comme si tu changeais les murs presque, parce que tu remets vraiment une isolation, pas qu'en toiture. En toiture, c'est facile, mais là, quand tu fais de l'isolation extérieure, en plus, tu améliores vraiment les murs de plusieurs points. Les fenêtres, c'est assez facile à améliorer, mais si les murs sont pas bons, ça sert à rien. Enfin, si les murs sont pas bons. Si les murs sont des murs en pierre de 80 cm, on a beau avoir du triple vitrage, ça restera des ponts thermiques en fait. Donc là, avec l'isolation extérieure, une bonne toiture et des huisseries neuves, en plus, tout ce qui sera fait à l'intérieur en plus pour améliorer, il y a moyen d'arriver sur du A ou du B. Parce que je vous rappelle que le toit, on a fait, comme on dit chez nous, un pétasse parce que il fuyait quand même. Hein. Donc on a réparé un petit peu pour pas que ça coule. Donc il n'est pas isolé du tout. Voilà. Eric, tu voulais rajouter? Il n'y a pas que l'isolation. Mets plus près ton micro. Il n'y a pas que l'isolation par l'extérieur, les menuiseries. Il y a plein d'autres choses. Il y a les moyens de chauffage, les moyens de climatisation, les moyens de renouvellement de l'air. Mais il y a tout ça à prendre en compte. En fait, on peut avoir une maison qui soit une maison ancienne et être en A et en B. En A pour les émissions et en B pour la consommation. C'est tout dépend le moyen de chauffage. Voilà. Il n'y a pas que l'isolation par l'extérieur. Il faut voir
aussi l'aménagement intérieur des appartements. D'accord. Bon. Notamment avec les portes d'entrée, Oui, oui. les isolations des chapes et des étages. En fait, il faut couper les plafonds pour les remettre à des hauteurs standards et dans les plafonds remettre des isolations pour que celui du dessous soit isolé par rapport aux entrées et que celui du dessus soit isolé aussi. Voilà. Alors c'est vrai que bon, on a l'impression qu'il fait moins froid l'hiver qu'il y a 20 ans. Hein. On voit bien qu'il y a, bon, on n'a pas d'épisode de moins 10, de moins 15, etc. Donc en fait l'isolation, même s'il faut qu'elle soit très performante pour l'hiver, mais il y a aussi l'été, quoi. Donc il y a tout le... Finalement, on va isoler, enfin le bâtiment, ça sert aussi bien pour la demi-saison, et puis le poste chauffage, s'il est négligeable, ben, ça veut dire que les locataires ils peuvent payer leur loyer, et leur charge, etc. C'est aussi vers ça qu'on tend, quoi. Et puis si on a une bonne rénovation, ben, le bâtiment il repart à zéro pour une vingtaine d'années, voire plus, quoi. Bon, donc voilà, on engage ça, on ne se décide pas aujourd'hui, mais c'est dans les tuyaux, hein, voilà. Alors en même temps, je voulais mettre en question diverse, mais je vous le mets là. Vous savez, on avait parlé du photovoltaïque sur les toits existants de la commune qui restait à mettre du photovoltaïque. Je vais vous donner un petit tableau. J'ai demandé, alors le SDE m'a fait une petite étude. Il m'a fait une petite étude. Alors je crois que je vais photocopier parce que je vais lui donner que la page récapépète. Ça se dit récapépète, oui. Voilà. Hein, voilà. C'est intéressant. C'est un débat, hein, c'est pas non plus. Encore une fois, on ne va pas décider aujourd'hui parce qu'il faut peut-être un peu plus d'éléments, il faut approfondir. Voilà. Alors, vous l'avez tous, tout le monde en a un? Voilà. Alors, je vous rappelle que le SDE, donc on travaille avec eux parce qu'on on cotise pour qu'ils nous fassent un peu des études. Alors, encore une fois, attention, c'est une sorte de pré-étude. Hein. On n'est pas dans le détail absolu de l'engagement à ce jour. Le document, je vous ai extrait tout ça, ça ressemble à ça, en fait. Vous voyez, c'est un document. Je pourrais vous l'envoyer par mail si vous voulez. C'est l'ensemble des toitures qu'ils ont regardées donc ils font des approches avec des masques, tout ça, etc. La petite erreur qu'il y a sur le tableau, c'est comme ils ont passé le bâtiment, quand ils marquent poste actuel, c'est pas la poste actuelle, c'est le toit de la médiathèque. D'accord? C'est le toit de la médiathèque. Donc il y a une erreur. C'est-à-dire qu'ils se sont trompés. Vous voyez, sur mon plan, quand vous voyez le toit de la médiathèque, il est... Voilà. C'est-à-dire que comme ils font ça, regarde, c'est celui-là. Vous voyez, c'est celui-là. Là, vous avez le toit de la salle des fêtes. D'accord? Et devant, c'est le toit de la médiathèque. Et ils l'ont appelé poste actuel. Parce qu'en fait, je voulais qu'ils fassent une analyse sur le bâtiment où il y a la poste actuelle. Vous savez qu'on avait dit que peut-être... Bon, c'est pas grave. Donc, voilà un tableau dans lequel... D'après les données qu'ils ont, hein, attention, hein, alors ancienne poste, c'est le bâtiment qu'on aurait rénové dans la rue, hein, d'accord. L'ancienne école, c'est le bâtiment où il y a 3 logements, hein, l'ancienne école privée, hein, oui, là où habitent des gens que nous connaissons. La poste actuelle, vous changez, c'est la médiathèque, et le bâtiment à usage locatif, alors c'est lequel, celui-là, bâtiment à usage locatif. C'est lequel, celui-là? Alors, attends. Bâtiment à usage locatif. Ancienne poste. Qu'est-ce que c'est, usage locatif? Oui, c'est que j'avais demandé qu'il fasse une étude sur le bâtiment de repère. C'est repère. D'accord? C'est repère. Et en fait, vous voyez, il dit pas, comme il est mal foutu, enfin, c'est pas que le toit est mal foutu, c'est comme il est morcelé, ça donne ça, l'implantation. Hein, voilà. Donc voilà, vous changez bâtiment locatif, c'est repère. Et alors vous avez dans ce tableau, vous voyez, vous avez la puissance estimée. D'accord? Ben, c'est ce qui dégage en kilowatts. Hein. Voilà. Donc la puissance en kilowatts de production. En kilowatts. Donc, moi, pour l'instant, je regarde celui qui produit le plus. Celui qui semble produire le plus, c'est le 36 kilowatts de la médiathèque. Voilà, enfin la médiathèque. Hein. Voilà. Donc, alors, les chiffres, hein, moi, il faut que je vérifie parce que des fois, il y a des choses que je ne comprends pas, mais j'ai bien compris quand même que
là, dans le donné numéro 1, donné, il vous dit la puissance, la production, la productivité. On ne va pas rentrer dans les détails, hein, mais il faudra l'analyser. Tarif de revente, je suppose, etc. Recettes, ça fait ça. Après, vous avez l'investissement. Alors forcément, dans le coût de la centrale photovoltaïque, bon, vous avez les prix. Alors, on ne le dit pas trop parce que si on fait un appel d'offres et que les gens, on a des artisans qui viennent postuler, on ne va pas annoncer les prix parce que sinon après, ils s'aligneront sur les prix que nous avons proposés. Hein. D'accord? Donc, on ne les dit pas officiellement, ces prix. Mais vous voyez que celui qui coûte le plus cher, c'est celle qui est de 36 kW. Forcément, hein, ça paraît logique. Hein. Après, vous avez un décompte. Alors après, moi, je ne comprends pas tout dans tout ça quand même. Hein. Et puis, on arrive à un total à 1 euro d'investissement. Donc, vous voyez la ligne qui est en caractère gras dans le tableau 2. Hein. Voilà. Ça du coup, il vous sort un prix du kilowatt, etc. Puis après, il vous sort les charges de fonctionnement, tac, 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 il calcule. Et après, il donne les données économiques. Donc, les données économiques, temps de retour brut hors emprunt, il vous fait un petit tableau. Hein. Bon, alors, je ne sais pas s'il a un logiciel spécifique, hein, c'est le SDE quand même, il ne doit pas faire ça avec sa petite calculette. Donc, vous avez sur l'ancienne poste 18 temps de retour, 15 sur l'ancienne poste actuel, alors médiathèque, excusez-moi, 8. Donc, vous voyez que c'est normal, 36 kW, ça, ben oui, forcément. Et bâtiment locatif, 15. Donc, et le bénéfice sur 20 ans, il vous le met en dessous sur la colonne. Et donc, pour lui, le bénéfice sur 20 ans, c'est bien la médiathèque. Voilà. Bon. Moi, je vous livre ça tel que je l'ai reçu pour que vous le regardiez, parce que ça voudrait dire quoi, ça? Ça voudrait dire que parce qu'il ne faut pas qu'on court 50 000 lièvres en même temps, parce qu'on n'y arrivera pas. Si, par exemple, on se dit, ben, ça vaut le coup de se pencher sur la médiathèque, puisque 36 kW, c'est quand même 36 kW, c'est pas rien. Bon. Ça voudrait dire que dans l'absolu, si j'ai bien compris, le SDE 07 peut faire une maîtrise d'ouvrage délégué, c'est-à-dire qu'il peut nous accompagner pour trouver le fournisseur qui va poser les panneaux, tac, 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 nous accompagner jusqu'à ce qu'on branche au courant. Et ça s'appelle de la maîtrise d'ouvrage délégué. Bon, il prend un pourcentage forcément sur la maîtrise d'œuvre, c'est normal. Hein. Et je crois qu'il d'ailleurs il le met dans son tableau. Regardez, vous voyez dans le 2, investissement l'avant-dernière ligne, frais de maîtrise d'ouvrage délégué au SDE 07, 3%. Donc il a inclus dedans. Hein, vous le voyez dans le tableau. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut être accompagné de A à Z pour faire ça dans le truc complet. Et vous voyez, alors moi, je bénéficie sur 20 ans, voilà, c'est à la fois du bénéfice financier, mais c'est aussi de l'injection dans le réseau d'électricité. Voilà. Ça, c'est la version la plus simple. Magali, prends le micro. C'est juste que sur le bénéfice sur 20 ans, là, si on divise par 20, en fait, ça fait plus de 3 000 € de bénéfices par an. Et nos actuels panneaux photovoltaïques qui sont juste en bail, en fait, amphithéotique sur une société, nous rapportent à peu près, selon le temps qu'il fait, selon la production, 10 000 € par an. Pour l'ensemble? Ouais, pour l'ensemble. Ah oui, mais ça c'est... Et là, ce serait 3 000. Oui, mais pas pour l'ensemble. Combien on a de kilowatts de puissance Oui. installée? Oui. C'est ça qu'il faut regarder. Beaucoup Pas mal. plus. Voilà. Vraiment pas mal. Oui. Donc, alors ça veut dire que c'est la version, on dit oui, et on est accompagné de B à Z, et on inaugure les panneaux une fois que c'est fait. Bon, sauf que, il y a quand même un petit... Alors, sauf que, c'est qu'il faut qu'on investisse, mais notre crédit doit être amorti par les retours au fur et à mesure. Hein, c'est un équilibre. C'est comme un particulier fait son opération, c'est revenu au même. Bon, ça, c'est la version la plus... que je comprends bien. Après, il y en a une autre version, je vous en avais parlé, on peut l'étudier, c'est celle où on fait de l'autoconsommation. C'est-à-dire qu'au lieu de revendre comme ça, de filer au réseau, on peut faire la version, on autoconsomme. Sauf que autoconsommer à la médiathèque dans la journée, on ne dépense pas énormément. Et puis, voilà, c'est sa consommation. Mais on peut faire aussi de l'autoconsommation collective. C'est plus compliqué à monter. C'est-à-dire que comme on est à moins de 20 km de notre centrale de production, on peut distribuer à tous nos postes de production, de consommation d'électricité de la commune. C'est-à-dire que la mairie, je vous rappelle qu'elle a un plancher chauffant électrique.
Bon, c'était comme ça à l'époque. On a les écoles qui consomment, etc., etc., etc. Donc, il y a cette possibilité, et je vous avais un peu expliqué, mais après, il faut qu'on aille un peu dans le détail. C'est que l'autoconsommation collective, ça veut dire que le gars qui fait cette installation, s'il dit ben, je suis d'accord pour faire votre projet, il nous loue les toits pour une somme modique. Je dis n'importe quoi, c'est 800 € par an. Il vous loue le toit à 800 €. L'avantage du système, c'est qu'on négocie avec lui le prix d'achat du kilowatt. Je dis n'importe quoi. Actuellement, Eric, il est à combien le kilowatt? 22 centimes, 24 centimes. 24 centimes le kilowatt, d'accord. Ben lui, enfin, ce que j'ai compris, hein, attention, ne me posez pas trop de questions compliquées parce que je n'aurais pas à vous répondre. C'est le tarif de base. Voilà, ça c'est, mettons 24 centimes, ok, on fait de l'autoconsommation collective, on ne dépense rien en investissement, c'est eux qui le font, et ils s'engagent avec nous à nous dire, sur 20 ans, on vous fait le kilowatt, mettons, à 12 centimes. Et il est fixe pendant 20 ans. Et c'est mieux que DF, ça. Oui, non, oui, mais non, mais donc c'est un autre scénario. C'est-à-dire que ce scénario-là, ça veut dire que toutes nos consommations. Alors après, il faut affiner, hein, parce qu'il faut savoir combien le bâtiment ici on consomme tous les jours, combien la poste consomme, combien tous nos bâtiments, l'école, les parties communes de repères. Mais c'est possible. L'avantage du système, je ne le défends pas plus que ça, mais ça veut dire que ton prix de kilowatt, il est fixe pendant 20 ans. Et on sait que le prix du 22 centimes le kilowatt ou 24, il va augmenter. Hein. Peut-être que dans 20 ans, il sera à 35, j'en sais absolument, je serai bon d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, à ce stade-là, moi, ce que je vois, c'est que le bâtiment qui nous paraît le plus intéressant, c'est quand même la médiathèque. 36 kilowatts, c'est pas rien quand même. C'est pas mal. On pourrait dire au SDE, ben, il faut affiner un peu votre projet là, parce qu'il faudrait être sûr quand même des chiffres que vous avancez. Quand même, c'est son boulot. Hein, on le paye pour ça, on cotise. Qu'il affine un peu son truc, hein, qu'il affine un peu, qu'on les rencontre, qu'ils viennent nous voir pour dire, ben oui, c'est un scénario, etc. Et qu'en même temps, on essaye de creuser l'autoconsommation collective, qu'on puisse se revendre l'électricité à un prix stable pendant 20 ans. Et à quel prix, etc. Et quelle est la meilleure opportunité pour nous? C'est quoi la meilleure opportunité pour nous? Est-ce que c'est d'investir et d'avoir ce bénéfice qu'on voit en bas sur 20 ans? Ou est-ce que c'est de lisser nos consommations de fonctionnement en électricité pendant 20 ans? Bon, je ne sais pas. Hein, c'est ça. Vous vous rappelez, un jour, je vous avais fait un tableau, vous vous rappelez, quand c'était, ça avait chauffé à conseil, vous vous rappelez pas, je vous avais fait un tableau, je vous avais dit, voilà, l'éclairage public, combien ça consomme, tout ça, etc. Parce que l'éclairage public, lui, il n'est pas dans ça, c'est que pour les bâtiments, hein, c'est à part. Mais bon, ça vaut le coup de s'y repencher, de voir toutes les consommations électriques, parce qu'on a tous nos compteurs, c'est facile, on le sait. Mais attention, parce que quand même, l'autoconsommation collective, c'est je produis, et j'en prends une partie pour faire fonctionner mes structures pendant le temps qu'on produit. Pas la nuit. Hein. Voilà. Ça veut dire que là, ici, le chauffage la nuit, il faut l'arrêter. Voilà. Ouais, il n'y aurait qu'un programmateur. Voilà. Un programmateur. Donc, voilà. Enfin, c'est deux hypothèses. Jean-Luc, vous voulez intervenir? Vas-y. Micro. Enfin, voilà. Moi, je trouvais ce tableau intéressant déjà, hein, pour que quand même, ça nous positionne un peu. Hein. Mais bon, Jean-Luc, vas-y. Plusieurs remarques. La première, c'est qu'on avait été quelques-uns à dire c'est quand même dommage d'être obligé de faire du bail amphithéotique alors qu'on pourra avoir l'ensemble de la production qui nous revienne en termes de rentrée économique. La seconde, c'est que malgré tout, je suis quand même assez surpris des chiffres, puisque si on fait un ratio, on se retrouve avec un ratio de 135 entre l'investissement et le BE sur la médiathèque, alors que les autres, on est à 34, 29 et 12. Donc j'aimerais bien comprendre, est-ce que c'est le nombre de panneaux qui fait qu'il y a une production plus importante et que les frais d'installation soient amortis sur l'ensemble de la superficie qui fait la différence? Peut-être, je sais pas. La troisième, c'est qu'évidemment, il faudrait injecter dedans les intérêts d'emprunt, des emprunts qu'on pourrait faire éventuellement pour financer l'opération. La dernière opération, moi j'ai investi dans des panneaux solaires parce que je me dis, même en tant que locataire, on sait que le prix de l'énergie ne va pas baisser. Donc là, on ne prend même pas en compte l'évolution
de la perspective de l'évolution du prix de l'énergie sur les 20 ans, quoi. Mm. Donc nécessairement, à mon avis, le rapport est plus important que ça. Voilà, donc je voulais vous livrer un peu ces informations. On voit bien, enfin, le 36 kW, c'est pas rien quand même, hein, 36 kW. Ça fait, moi, je ne suis pas trop électricien, mais c'est pas mal quand même, 36 kW, Eric. Moi j'ai 6, j'ai... Prends le micro. Donc, je ne sais pas, sur une maison individuelle, c'est quoi? C'est du 6 kW? 9? 6 ou 9. 6 ou 9. Ah, c'est 4 fois quand même, hein. Voilà, c'est pas mal. Bon, voilà, donc, moi, je ne sais pas si vous voulez intervenir sur ce point-là. Ça vaut le coup d'explorer ces pistes-là quand même, hein. À la fois, soit on fait de la production, soit on essaye de voir un autre modèle qui nous demanderait moins d'investissement, mais qui nous stabiliserait le prix, à condition qu'on arrive à consommer, que ça réduit nos charges sur tous nos compteurs. Parce que, Nathalie, tu voulais intervenir, Nathalie? Non, je me réfléchissais s'il n'y avait pas un village qui était comme ça, autonome par rapport à la consommation. Alors, On n'avait pas vu oui. Alors, il y a des petits hameaux. Je sais qu'il y a des petits hameaux, quand il y a une dizaine de maisons, par exemple, ils sont arrivés à faire des centrales bien précises par rapport à ça, et ils arrivent à s'équilibrer, etc. Mais bon, voilà, c'est pas des... Après, des fois, les villes, il y a des villes moyennes, enfin des villages moyens qui peuvent dire on se suffit à la consommation parce qu'ils comparent ce qu'ils produisent et ce qu'ils utilisent. Mais ce n'est pas forcément leur propre autoconsommation. Tu vois, ils s'équilibrent. Ils s'équilibrent en disant sur le territoire, on produit tant de kilowatts et notre village en consomme tant. Donc, c'est comme si on s'auto-alimentait. Mais là, c'est vraiment des contrats spécifiques. Voilà. On réfléchit même à la Concom, par exemple, sur des toits bien particuliers, de mettre ça, et pour que les charges de fonctionnement de l'électricité de la communauté de communes sur tous ces bâtiments, parce qu'une communauté de communes, ça fonctionne dans la journée, quoi. Oui, là c'est intéressant. Voilà, hein, alors c'est vrai que la commune aussi, nous, on fonctionne beaucoup dans la journée. Tu as les écoles, tu as la mairie, tu as la médiathèque, enfin voilà. Alors après, mais il faut quand même lister toutes ces consommations. Ouais. Voilà, donc ça peut être le chantier qu'on mène en même temps que la rénovation des 3 bâtiments. Là. Hein, voilà, c'était... Mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même qu'on se fasse un peu préciser. Moi, ce que je propose, c'est quand même peut-être qu'on fasse un jour une réunion de travail avec le SDE, parce que c'est vrai que quand on regarde, sans dire les chiffres en public, etc., les données économiques en bas, il y a quand même un écart phénoménal sur le 36 kW par rapport aux trois autres structures, quand même. Hein. Eric. Plus il y a de puissance crête. Oui. Le premier, c'est la puissance KWC, c'est la puissance crête. Oui. Plus il y a de la puissance crête, plus tu vas produire. Donc, en fait, c'est ça. Si tu prends que 6 kW, 6 kW, c'est fait pour une maison. Ça convient pour une maison, 6 ou 3 kW. Mais là, 36 kW, c'est quand même conséquent, quoi, hein. C'est pour ça que tu as un rendement et un amortissement qui est beaucoup plus court, parce que tu as une grosse puissance. D'accord. Ok. Bon, écoutez, alors, moi, ce que je vous propose, c'est que il me semble qu'il ne faut pas trop se disperser. Si ces chiffres en haut de puissance pour ces 4 bâtiments, la médiathèque paraît quand même celui sur lequel on peut un peu se polariser quand même. Et on essaie d'affiner un projet pour sortir quelque chose assez rapidement, quoi. Hein, parce que quand même, on sait toujours qu'il y a quand même un délai entre trouver un fournisseur, installation, etc. Les branchements au réseau, tout ça, c'est pas simple, hein, ça se fait pas en 2 secondes, quoi. Donc c'est pareil, on va le mener de front avec la rénovation énergétique des bâtiments. Magali, tu voulais dire un truc? Oui, on espère bien voir sortir de terre le bâtiment pour la maison médicale. Oui. Ce sera peut-être intéressant aussi de voir, alors il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, mais ce sera peut-être intéressant de voir aussi là, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus. Oui, parce que ça va être on l'avait mis comme option dessus. Ouais. On avait mis une option sur photovoltaïque dessus. Hein. Voilà. Ok. Bon, dernier truc, Eric, vas-y. Sur l'autoconsommation, Oui. le projet que tu Enfin, parlais, oui. Comment on fait quand c'est des logements comme un repère, par exemple? Non, ça serait que pour les parties communes. Ah oui, d'accord. Oui. Parce qu'on peut avec des locataires, mais c'est, d'après ce que j'ai compris, C'est que pour le... oui, d'accord. d'après ce que j'ai compris, on peut le passer avec des locataires. Mais c'est une usine à gaz.
Parce que si tes locataires changent de manière... Avec alors, j'ai vu qu'il y a des expériences qui sont faites avec des propriétaires qui sont pas loin de la centrale de production, et tu passes un contrat, et tu deviens fournisseur d'électricité. En fait, tu deviens fournisseur d'électricité. Mais avec des locataires, je pense que c'est tellement mouvant tout ça que ça devient très compliqué. Et que je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà. Mais ce que j'ai compris quand même, c'est que si tu fais une centrale de production, c'est le deuxième modèle avec l'autoconsommation collective, ça veut dire que le modèle que tu construis, la personne qui te loue le truc pas très cher à l'année, parce que c'est pas ça qui compte finalement, c'est lui qui gère aussi tous ses contrats avec les gens, quoi. Tu vois, parce que c'est toi. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Sinon, Lui peut revendre une partie. C'est ça. Bon, à creuser, hein. Voilà. Bon, on arrête le débat là-dessus. Voilà, je trouve que c'est intéressant quand même, hein. Alors, je voudrais qu'on parle. Alors, il y a plusieurs choses à parler dans les points divers. Je voulais vous parler d'abord de la réédition de la brochure de Saint-Paul sur lequel Jean-Luc a travaillé et qui est là. Alors, je vous l'ai fait comme ça. Vous la regardez. Non, il en manque un exemplaire. C'est ça. Ça, vous l'emportez ce soir parce qu'on vous l'a envoyé par mail, mais par mail, des fois, on n'ouvre pas le document. Donc, Jean-Luc a fait des relectures, a fait des relectures avec Estelle, avec tout le monde, etc., etc. Il ne faut pas hésiter. Simplement, je le montre parce qu'on est filmé. Donc, ça sera le futur guide 2024 qui a été mis à jour. Alors, évidemment, l'entreprise est passée auprès des commerçants pour avoir des sponsors, ce qui est tout à fait normal, hein. Il est mandaté, il n'y a pas de souci particulier. Donc cette brochure, moi je la trouve bien, hein. Je trouve que ça met en valeur le village, hein. Donc on a repris quelques éléments. Bon, c'est mal foutu, recto verso, mais l'idée c'était d'en reparler pour dire qu'elle va bientôt sortir. Et je vais laisser la parole à Jean-Luc pour nous dire un peu où on en est cette brochure, quand c'est qu'elle va sortir, dis-nous tout. Bon, pour l'instant, on en est à la 5e vérification des données. Oui. Évidemment, ce n'est pas nécessairement très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, cette brochure, on l'a fait en 2022 et le prestataire était assez content, même assez fier du travail fait. Donc on s'est dit, on ne va pas changer nécessairement tout parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire évoluer. Donc on a touché simplement à la photo en couverture. Les autres photos sont les mêmes que sur la brochure de 2022. Ce qui a été actualisé, c'est évidemment les noms des personnels communaux et puis aussi, évidemment, les associations et les commerces et artisans. Sachant qu'effectivement, on a un certain nombre de doutes sur des artisans présents encore sur le village ou pas. Mais par défaut, moi j'ai conservé ceux qui éventuellement seraient encore... donc il y a encore des corrections à apporter là sur le BAT5. Et puis j'espère après qu'on sera à peu près OK, quoi. Après, sur ce type de document, de toute façon, vous l'éditez et dès le lendemain Oui. ou la semaine d'après. Il faut faire c'est obsolète. une date limite, hein, Jean-Luc. Non, mais par exemple, j'ai appelé un débar qui a changé de nom assez souvent et Oui. et on ne sait pas ce qui devient. Donc du coup, j'ai quand même appelé le propriétaire du fonds pour savoir si on le laissait ou pas. Du coup, on est tombé d'accord sur le fait qu'on le retire pour l'instant. Et on verra effectivement dans 2 ans à réactualiser. Mais voilà, l'intérêt, c'est que ces documents ils sont basés sur les informations qui sont fournies par les gîtes, les commerces et les artisans auprès de la commune. Donc moi, j'ai juste recopié et mis en page ce qui existe à la mairie. Donc c'est les listes officielles. Donc s'il y a des coquilles, c'est que les infos n'ont pas été transmises correctement. Mais voilà. On n'a pas franchement, à part la page de couve et les actualisations, on n'a pas voulu faire la révolution dans la mesure où ça allait à tout le monde. La preuve, c'est qu'on n'en avait plus. On est en rupture de stock. Bien sûr. Et on s'est dit, il y a à peu près tout. C'est pas la peine de changer quelque chose qui marche bien. Voilà, donc ça veut dire que si vous avez le temps, vous le relisez un petit peu, parce qu'à un moment donné, Jean-Luc, il va trancher et va dire, on arrête, voilà, il peut y avoir encore quelques coquilles photographes ou quelque chose que vous dites, mais ça c'est bizarre, mais il faut que vous renvoyez, faites un mail à Jean-Luc en disant, page de temps, etc. Et voilà, il y a ça qui ne va pas, parce qu'on peut, à force d'y être planché dedans, voilà, à force d'y être dedans, on ne le voit plus, hein. Voilà, Magali.
Ce qui serait bien, en fait, ce serait de s'assurer que tous les gîtes et chambres d'hôtes qui sont dans notre guide cotisent à l'Office du tourisme et payent bien le taxe de séjour. Pas l'obligation. Ça peut être chambre d'hôte et gîte. Si tu passes par une plateforme, tu n'as pas à payer les taxes de séjour, c'est la plateforme qui s'en occupe. Donc ça, tu sais que tu es sur une plateforme. Oui, 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 tu es sur une plateforme. Après, adhérer. Après, parce qu'il y a deux choses. Il y a, je suis d'accord avec toi, mais il y a l'histoire de la taxe de séjour. Ça, c'est quelque chose qui existe de manière légale. Après, c'est l'adhésion de la structure à l'Office du tourisme. C'est pas pareil. Oui, d'accord, oui. Ouais, ok. Bon, voilà. Donc, pensez-y. Tu te donnes de quoi comme date, Jean-Luc? Demain matin? Non, on va se dire qu'il faudrait qu'on arrive à le plier là, dans quelques jours, quoi, parce que le BAT, voilà, parce que pour qu'on puisse le lancer, pour qu'on l'ait. Ils t'ont donné quoi comme délai pour. Bon, voilà, si on l'avait au cœur de l'été, c'est bien, sinon il fonctionnera comme ça. Voilà. Non, mais je pense que ça doit être Oui. assez rapide parce que maintenant, quand je refais les corrections, dès le lendemain ou même dans la journée, c'est corrigé. Donc je pense qu'ils ont dû faire le tour des publicités et ils doivent être prêts pour la production. Donc plus on attend, effectivement, plus ça tarde la mise en route, quoi. D'accord. Alors, on voudrait vous parler d'un point. Je demanderai à Julien un peu de préciser. Parce qu'on en a parlé en conseil municipal, puis ça m'est revenu un petit peu. On m'a dit qu'est-ce qui va se passer au Chamval, tout ça, etc., par rapport au chemin. Bon, vous vous rappelez qu'on avait mis dans le budget de l'eau un peu le débroussaillage ou l'entretien de la piste, puisque cette piste conduit à nos réservoirs et elle est en mauvais état. Donc, on a un peu fait des devis sur la fois un peu la restructuration de la piste et en même temps un peu l'élagage. Bon, on a senti qu'il y avait quelques inquiétudes. Donc, je vais un peu rappeler. Je vous ai fait un document là, c'est une photocopie d'un document simple. Que dit la loi par rapport aux obligations de débroussaillage en bordure des routes communales? Je vais en garder un. Voilà. Après, Julien, tu compléteras? Oui. Voilà. On vous rappelle donc ce qu'on appelle le fameux OLD, obligation légale de débroussaillage, c'est que chaque propriétaire doit débroussailler autour de sa maison, sur un périmètre bien précis, et donc c'est obligatoire, c'est même pas la question en zone urbaine, mais en zone naturelle, parce qu'il y a des maisons qui sont en zone naturelle, elles sont soumises à faire un périmètre autour de leur maison, et y compris dans la parcelle du voisin, si la distance correspond à l'obligation de débroussaillage. Bon, ça, je ne vais pas revenir, on a envoyé des courriers à tout le monde, les pompiers sont passés, ils n'ont pas verbalisé pour l'instant, ils ont fait des rappels plusieurs fois pour dire vous devez débroussailler chez vous, autour de votre propriété, et chez votre voisin, si c'est dans le périmètre, il vous demandez l'autorisation. S'il ne veut pas, eh ben, à ce moment-là, c'est lui qui doit le faire pour vous, mais sinon, en principe, la personne veut, et vous rentrez chez lui et vous débroussaillez. Hein, c'est à peu près ça, Julien, le principe. Hein, c'est ça? Oui. Ouais. C'est ça. Alors après, concernant les particuliers, moi, en tant qu'élu, je ne mets pas mon nez dedans, Ouais. que ce soit bien clair, je le Je sais. rappelle, parce que Sûr. voilà, pas de conflit d'intérêt. Non, bien Si sûr. on me demande un conseil, je le donnerai bien volontiers, mais en aucun cas, j'interviens auprès de la mairie voilà, sûr. pour qu'ils demandent à certains particuliers de débroussailler. Tout à C'est fait. le SDIS qui s'en occupe et le maire, et j'ai ni un regard ni un avis là-dessus. Bien sûr. Là, c'est parce que c'est un cas particulier, c'est parce que c'est un chemin communal. Que Saint-Paul, c'est aussi particulier puisqu'on est entouré par la forêt d'un côté et par la garrigue de l'autre. Qu'on a un massif très boisé, très sale entre guillemets par la végétation basse, très serré, qui n'a pas été travaillé ni entretenu depuis des années. C'est beaucoup de la friche. Et que la seule piste qu'on ait pour pouvoir au final défendre le village et défendre le Chambal, c'est la piste du Chambal. Alors c'est pas une DFCI, donc Non. du coup dans le cadre de l'entretien, ça n'a pas les mêmes contraintes. On n'est pas obligé de débroussailler la même distance. Mais il est vrai que là, à l'heure actuelle, dans le Chambal, un poids lourd, s'il doit rentrer un camion pour le feu, il ne passe pas. Non. Voilà.
Voilà. Alors c'est vrai que on vous a fait, j'ai trouvé ça sur Internet, je ne l'ai pas inventé. Vous voyez les trois schémas, la massif classe 1, massif classe 2, massif classe 3. Alors attention, c'est pas dans la région ça, hein, c'est la région PACA. Donc, mais c'était pour vous dire simplement. Moi, je ne suis pas d'ici, donc je suis du Midi, et du coup, j'ai une parcelle, il se trouve que j'ai une parcelle d'olivier dans la montagne qui s'appelle la Montagnette, et le massif est classé 1. Et je suis en bordure d'un chemin communal, comme la route du Chamval, qui passe en bordure de ma parcelle. Et tous les 3 ans, je reçois un courrier, je l'ai encore sur mon bureau, je le lisais hier, là. C'est le SDIS qui m'écrit, il me dit, monsieur, vous êtes riverain du chemin machin, comme le prévoit la loi, nous allons débroussailler chez vous et nous allons pénétrer dans votre parcelle sur 20 mètres. Voilà, 20 mètres. Si vous voulez récupérer le bois, vous nous direz. Si vous ne dites rien, ben on enlèvera tout le bois. Voilà. Et donc, ça veut dire que systématiquement, alors après, comme j'ai un peu quelques oliviers qui poussent, je leur mets un piquet parce que je veux pas qu'ils c'est des rejets, donc je mets un petit piquet, je dis, vous me le laissez. Mais bon, c'est des professionnels, hein, ça... Ils sont, voilà, c'est quand même... Mais je comprends le sens du truc. Comme c'est un massif forestier classé 1, ils considèrent que cette route, elle sert de coupe-feu, c'est pas une DFCI, donc ça doit être débroussaillé. Et effectivement, quand c'est fini, je vais y aller là, ben, c'est nickel, quoi. Hein. Alors, ils n'ont pas... Les arbres comme ça, ils n'ont pas fait péter, hein, attention. Mais j'ai un couvert végétal qui est clairsemé et dans lequel ils ont tout nettoyé. Ils le font tous les 3 ans. Voilà. Au début, je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient ça, mais c'est parce qu'en fait, ils ont cassé le massif en 1. Bon, nous, on n'est pas en 2 non plus. Je pense qu'on est le 3, c'est le minimum, quoi. Et on voit bien sur ce schéma que, dans l'absolu, un chemin communal ou une route communale, il devrait y avoir un débroussaillage et une tenue du chemin 3 mètres de chaque côté. Et si vous regardez un petit peu ce qui est marqué en dessous, conseil, l'élimination de la végétation sur 4 mètres de hauteur à l'aplomb de la bande roulante est vivement conseillé. C'est normal parce que si vous avez 2 mètres de chaque côté et que votre feu s'est fermé comme ça, que votre camion ne passe pas, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc c'est le sens de ce courrier, parce qu'il y a marqué route communale et chemins ruraux, voie ouverte à la circulation publique. C'est bien le cas du Chamval. On a bien une habitation, on ne va pas nommer qui habite, mais on a bien une habitation aussi qui est dans le Chamval, et que quand les pompiers, je vous rappelle, le jour qu'il y a eu un feu, la première chose que m'ont dit les pompiers, quand on a fait le QG en bas, ils m'ont dit, y a-t-il des habitants dans le Chamval? C'est la première question que posent les pompiers, parce que les pompiers, ils veulent bien défendre le massif forestier, mais la priorité, c'est quand même la vie. Hein, donc, entre sacrifier une maison et des êtres humains, ils vont donc sacrifier la maison s'il faut sauver les gens. Ça paraît logique. Voilà. Et comme nous sommes dans un territoire, c'est Venol, c'est pas la forêt méditerranéenne ici, mais ça commence à devenir la forêt méditerranéenne. Il faut se le dire quand même. Voilà. Donc, je pense qu'on n'a pas bien conscience, alors après je le répète, de ce que c'est qu'un feu de forêt. On l'a vu quand il y a eu le feu de Bessèges. On l'a vu de loin, il est parti dans l'autre sens, il n'est pas venu chez nous, on n'était que spectateurs. La manière dont ça s'est déroulé, alors on peut dire que c'était un hyper-feu, je ne sais pas comment ils appellent ça, un hyper-feu, enfin ils donnent des noms maintenant parce que c'est des nouveautés, mais bon, on sait très bien qu'un feu, à un moment donné, vous partez avec vos véhicules, et puis à un moment donné, quand vous êtes à 100 mètres, vous partez dans l'autre sens parce que vous ne pouvez plus respirer, et que, voilà, enfin... Julien a été pompier, il sait très bien que vous n'êtes pas avec votre lance à attendre les premières flammes, vous ne pouvez pas tenir. Voilà. Donc, on doit faire de la prévention et on doit pouvoir essayer de se dire, au fond, il faut peut-être, sur cette route, voilà, trouver un compromis sur une surlargeur bien débroussaillée, bien propre, avec le dessus qui permet de passer. Alors, on ne va pas passer avec la grande échelle des pompiers de Paris. C'est pas ça, mais il y a des 4x4 avec du matériel qui peuvent passer. Moi, l'autre jour, je suis monté avec Antoine au captage. Je ne suis pas passé du côté d'Éric, je suis passé de l'autre côté. Attends, à un moment donné, avec un C15, enfin, c'est plus un C15 qui est là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est pas C15, si. Non, c'est des modèles de C15. Mais enfin, on est passé là, 3 trous, machin, truc, tac, 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 tac. Heureusement que ce n'est pas une voiture neuve qu'on a, parce qu'on a tout rayé. C'est pas normal que notre chemin soit autant broussaillé. Voilà. Et moi, de mes 25 ans, mes 20 ans de mairie, on a fait un peu les pareuses à un moment donné. On a fait un peu de l'épareuse de chaque côté, un peu.
Et voilà. Donc, c'est le sens de ce qu'on avait dit en conseil municipal. Voilà, c'était ce sens-là. Donc, il ne faut pas y voir, après je te laisserai la parole, l'idée de se dire on va faire un boulevard avec 10 mètres chaque côté, plus rien de piste de FCI, parce que ce n'est pas ça. Mais de notre côté, il ne faut quand même pas que notre paysage se ferme trop, parce qu'on est à la limite de l'insécurité de notre territoire. Et puis, on a nos captages là-haut. Si jamais ça tout brûlait là-haut, on se retrouverait avec un endroit sans arbres pendant des années. Le ruissellement, tout ce que toutes les conséquences à long terme, quoi. Donc, alors après, on n'est pas à l'abri d'un pyromane, hein, mais d'un autre côté, il faut prendre un peu des positions sur ça. Donc, c'était un peu le sens. Et comme moi, j'ai compris qu'il y avait un peu des retours là-dessus, Jean-Luc m'en avait parlé, je ne sais plus qui m'en a parlé, j'ai dit, bon, mais ça veut dire qu'il faut qu'on en parle quand même, parce qu'il faut expliquer, pour pas que les gens pensent qu'on est complètement écervelé, qu'on ne sait pas ce qu'on fait, ce qu'on pense, mais c'est surtout pour... Après, il faut expliquer aux gens. Hein. Voilà, et Julien voulait intervenir. Oui. Voilà, vas-y. Non, mais c'était pour compléter ce que tu disais. Donc tu l'as dit après, tu l'as développé sur le fait que c'est du débroussaillage. Que c'est pas, je veux dire, c'est pas le chemin, il n'est pas à blanc, 3 mètres de chaque côté. Les gros arbres restent en place. C'est la petite végétation. Voilà, un chêne qui fait 10-15 cm qui est à ras la piste. Automatiquement, cet arbre, en fait, s'il ne gêne pas là, dans 3 ans, il va gêner, c'est sûr et certain. Il y en a plein qui ont été laissés comme ça. Et quand on passe après chez Eric, justement, là, qu'on va direction la source, là, les poids lourds, ils peuvent même plus passer. Enfin, je veux dire, c'est pas des poids lourds énormes non plus, les poids lourds des pompiers, mais de plus en plus quand même. Ils sont plus gros déjà qu'avant. Et si on ne peut pas rentrer un camion là-bas dans le Chambal, enfin, un ou plusieurs camions, l'histoire, c'est que on nous le reprochera aussi, hein, de dire qu'on n'a rien fait jusque-là et que voilà. Et oui, c'était par rapport à nos sources aussi, puisque notre eau potable, elle descend directement de là-haut et que il y a un côté vital. Voilà. Et après, concernant la piste, il n'y a pas d'apport d'agrégat. Ce qui a été étudié, parce que on a fait faire 3 devis à 3 entreprises différentes. Celle qu'on a pour l'instant retenue, elle a l'habitude de travailler avec l'ONF, puisqu'il travaille du coup en bois classé. Ils travaillent dans des zones naturelles protégées et ils font ce type de travaux-là. Donc, ils décompactent la piste, ils broient la matière et ensuite, ils dament et ils font des coupeaux. Donc, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler avec du matériel, on va dire performant, mais pas des machines dégueulasses qui perdent de l'huile en permanence. Ils sont montés en huile hydraulique biodégradable. Je veux dire, on n'est pas inconscient non plus. Voilà, le Chambal, c'est chez nous aussi. Donc, que ce soit bien clair, on n'est pas là pour tout saloper. Voilà. Et du coup, tu veux intervenir? Je compléterai après. Non, juste pour compléter, dans ces cas-là, à partir du moment où on améliore les pistes, il y aura une réglementation sur la circulation éventuelle de véhicules sur ces zones-là. Tu avais limité en tout cas. La question se posait de savoir, effectivement, on peut discuter avec Julien sur est-ce qu'on peut mettre riverain ou pas, usager, je ne sais pas. Une précaution, je ne sais pas. J'ai pas de décision. Enfin, je ne vois pas très clair sur qu'est-ce qu'il faudrait prendre comme. Parce qu'en fait, c'est dégradé. Eric m'envoie un texto l'autre jour, il me dit si on fait ça, il faudra qu'on repère les coupeaux. Évidemment, parce que en fait, il y avait des coupeaux et que par le temps, ils ont été complètement. Ils ont disparu et du coup, la moindre pluie fait tout partir dans le. Et quand vous montez au Chambal, il y a des endroits, c'est historique. Hein. Vous pouvez faire des fouilles archéologiques. Vous avez des cuvettes de WC coupées en morceaux. Si, parce qu'à l'époque, on disait tu as du gravat, va le mettre dans le Chambal. Tu as du gravat et il y a des endroits, la route est partie avec le ruissellement et vous faites une coupe synthétique. Vous avez, depuis 1960, quelques trucs qui se sont rajoutés. Et un jour même, par souci de bien faire, hein, on a mis du 0,30 à un endroit. On l'a mis, hein, du côté de la cabane en bois, le coupeau n'a pas fonctionné, tout est parti dans le dessous à l'affaire de peu de temps, quoi. Voilà. Oui. Donc, voilà. La deuxième partie de mon intervention, c'est tu as parlé de pédagogie, ça serait peut-être bien qu'on puisse trouver des supports de communication pour expliquer qu'est-ce que de la broussaille, comment on débroussaille, quelle est la réglementation en la matière, en même temps qu'on met des courriers aux gens, mais qu'ils sachent effectivement ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'ils doivent faire.
Alors, donc, dans l'absolu, ce qu'on va faire, sur la méthode, donc, il est facile pour nous de trouver le nom de tous les propriétaires du cadastre. Hein, on prend la piste, au cadastre, on clique, on arrive à avoir le nom. Donc, on va faire un courrier, puisqu'on a obligation de le faire. C'est-à-dire qu'on ne demande pas l'autorisation, on informe. C'est une différence. Hein. On informe sur le principe de dire nous allons, voilà, on expliquera avec une explication qu'est-ce qu'on veut faire, etc. etc. Voilà, et s'il faut aller voir sur place les gens, on ira les voir, mais c'est le principe de se dire il faut informer. Après, vous le savez, notre forêt, elle est bois classé. Vous vous rappelez, c'est bois classé, c'est dans le plus, c'est-à-dire que vous avez la zone N est inconstructible, et puis quand vous êtes sur la route, la piste qui va des Rousses au Sagne, et tout le long d'un hameau, vous avez une bande de 20 mètres qui est en zone N, et après se superpose ce qu'on appelle le bois classé, c'est des petits ronds, etc., etc. Voilà. Ça veut dire que là-dessus, il y a des règles bien précises, et qui dit, dans le texte, j'ai regardé un petit peu, que l'abattage, la coupe et l'abattage des arbres est soumis à autorisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller avec sa tronçonneuse en zone N, puis prendre sa tronçonneuse et dire je vais enlever 20 arbres comme ça. Non, il faut demander une autorisation à DDT. Voilà. C'est parce que ce n'est pas du défrichement, mais c'est de l'abattage d'arbres, et en zone N, on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà. Même chez soi. Donc c'est la zone bois classé. Et bois classé, c'est une notion, en fait, c'est difficile à comprendre. Enfin, c'est pas que c'est difficile à percevoir. Par exemple, vous pourriez avoir dans une ville, en plein centre du village, un parc, et il pourrait être en bois classé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une notion, c'est pas la hauteur des arbres qui fait bois classé, c'est quelque chose qui se surimpose sur le fait qu'on ne peut pas couper des arbres comme ça, etc., etc. Voilà. Donc, j'ai regardé les textes un peu, parce que j'en ai parlé avec Julien. En fait, c'est la DDT qui gère ça. C'est-à-dire que quand il y a eu... Alors après, on est d'accord sur les méthodes ou pas, peu importe. Quand l'association ASCGF faisait des coupes du côté du Doulov, où des propriétaires étaient d'accord pour l'exploitation de leur bois. Voilà, donc ils ont sorti des... Bon, alors ça fait un peu polémique, les murettes, tout ça, etc. Mais le mec, il n'est pas venu comme ça en disant, tiens, je vais couper du bois là-haut. Il est venu en mairie, il a rempli le formulaire de la DDT, et il a eu l'autorisation de la DDT pour le faire. Voilà. Enfin, donc ça veut dire que nous, moi je pense qu'on va... Tu as raison Jean-Luc, sur la transparence du truc, bon, c'est, en gros, je vais repérer tous les propriétaires, je vais leur écrire sur ce qu'on voudrait faire. Voilà, et en même temps, je vais écrire à DDT en disant, nous, la mairie, on va faire ça. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Voilà, s'ils nous disent, vous ne voulez pas, après, ils prendront leur responsabilité. Et si on ne peut pas débroussailler au bout du chemin, je vais dire, vous ne voulez pas qu'on le fasse, on ne le fait pas. Hein. Mais je pense, j'ai bien lu le texte, que ça fait partie des dérogations pour la protection incendie, etc., etc. Puis comme on dit, enfin, on n'est pas des sauvages, on ne va pas faire une sorte de traversée de l'Amazone où on voit des traversées avec rien de chaque côté. C'est pas le but de rechercher, quoi. Le Shamba, tout le monde l'aime et le défend, c'est pas pour en faire n'importe quoi. Voilà. Mais il faut quand même anticiper un peu, quand même, parce que le risque incendie est de plus en plus prégnant. Et pour l'instant, il nous a épargnés. Voilà, il faut anticiper. Voilà. D'autres remarques là-dessus? Enfin, c'était l'information, c'est important qu'on la souligne quand même. Jean-Luc, tu veux intervenir? Vas-y. Ben, dans le même ordre d'idée, c'est vrai que moi, j'ai commencé à cartographier avec Utopia et les bénévoles, la cartographie des terres qui appartiennent à la commune. Oui. L'idée, c'était d'en faire un inventaire pour voir ce qu'il y a dessus. Il y a des zones boisées dont on est propriétaire. Je me dis, ça serait peut-être bien quand même qu'on puisse aller voir ces zones-là pour voir éventuellement s'il faut les entretenir et qu'est-ce qu'éventuellement on peut en faire. D'accord. Ok. Bon, enfin voilà, c'est important qu'on le dise en conseil parce que si on vous en parle, voilà, vous dites de toute façon, c'est pas demain matin, c'est pas demain matin qu'on prend la machine pour le faire, mais il faut quand même s'en occuper, il faut vraiment. Et puis si quelqu'un a une question, une inquiétude, eh ben, il faut qu'il vienne nous voir, hein, il faut qu'il vienne me voir sur le fait que c'est dans l'intérêt du bien commun du truc et que voilà. Quand je veux pas non plus qu'il y ait des polémiques sur un arbre qu'on coupe. On coupe pas un arbre pour faire une maison ou alors pour faire une piste d'atterrissage dans le Chamval. Si on coupe des arbres, c'est pour
mieux préserver cette forêt qui nous paraît indispensable, quoi. Après, la réglementation, Jean-Luc, je ne sais pas, je me suis dit, bon, on met, sauf riverain ou ayant droit, alors après, je ne sais pas qu'est-ce que ça va impliquer derrière, je ne sais pas trop, tu vois, je ne sais pas. Après, voilà, je sais pas quoi dire. Voilà, je sais pas. Je sais que, par exemple, il y a des endroits, notamment là où j'ai mes fameux 20 mètres, c'est pas compliqué, hein, l'été, ils ne s'embêtent pas. Hein. 1er juillet, 30 août, le massif forestier est interdit. Donc, tu te fais coffrer, tu as 135 €, tu ne vas plus, hein, tu ne vas pas. Alors, il n'y a que les riverains qui peuvent y aller pour aller à leur maison, et ils n'ont pas résolu le problème. C'est massif dangereux, risque incendie rouge parce qu'il y a le Mistral, massif interdit. Voilà, ça existe. Je crois que le maire de Bannes, une année, il a pris aussi l'arrêté pour dire que c'était dangereux d'aller faire la visite des mines du côté du Doulot. Il a dit, on ne va pas dans le massif. Hein. Donc il y a des moments où tu peux dire c'est trop dangereux, on n'y va pas. Ou tu limites les personnes qui vont. Voilà. Après, voilà, c'est quand même un endroit où les gens de Saint-Paul aiment bien aller. C'est un peu le poumon de Saint-Paul. Les gens ils aiment. Voilà, sauf quand il faut que ça brûle. Oui, je sais. Il n'y a personne qui va en voiture. Oui. À part si j'habite chez. Ouais. Ouais. Des fois, il en passe, des fois. Ouais. Oui, des fois. Après, voilà. Donc, l'idée, c'est de faire un peu de pédagogie et de ne pas braquer les gens et qu'il faut le faire, quoi. Il faut le faire. Je pense qu'il ne faut pas trop attendre et s'engager là-dessus. Donc, moi, dans la semaine, on va sortir la liste. On va faire un courrier type avec des explications. Et en parallèle, cette liste des terrains, je vais envoyer à la DDT. Je vais leur dire, voilà, vous voulez que je remplisse un formulaire ou quelque chose, dites-moi ce que je dois faire, parce qu'on veut le faire. Voilà. Alors, parce que cette année, on se sent un peu moins... On est un peu plus serein parce qu'il y a beaucoup plus, la végétation, on n'est pas en sécheresse. Enfin, je veux dire, ça nous, vous voyez, on le sent moins là. On est moins de cette pression que l'année dernière, on avait déjà eu des. Voilà. Mais attendez, à faire de 15 jours, il peut te faire des 35 là, et tout grille en 2 secondes. Hein. Voilà. Voilà pour ce point là-dessus. Donc on va avancer là aussi là-dessus. J'avais autre chose à faire. Après, je laisserai la parole je laisserai la parole à Loane pour parler un petit peu des jeunes. Par rapport au skatepark, qui voudrait quelque chose de plus. Pour les festivités, je vous rappelle que ce week-end est un peu chargé. Nous avons la fête de l'école le vendredi soir. Nous avons la fête l'Ardéchoise qui commence demain. Et la rencontre du vivant à partir de jeudi. Et les lavoirs dimanche. Voilà. Donc, j'ai jamais vu un week-end autant chargé. Il a fallu qu'on s'organise, parce que ça a l'air de rien, avec Estelle, Aurélie, les employés communaux, pour qu'on arrive à jongler avec toutes ces chaises et ces tables, pour que tout le monde soit servi. Donc, on demande à Coury, on demande à Bannes des chaises, des grilles, etc. Parce que tout tombe. Alors après, voilà, c'est vrai que tout tombe comme ça, mais c'est vrai qu'au mois de juin, c'est toujours un peu comme ça. Donc, je pense qu'on va y arriver. Donc, il y a beaucoup de chaises à chercher d'un côté et de l'autre pour que tout le monde puisse, à un moment donné, faire l'activité telle qu'il a prévu. Mais bon, voilà, ça va marcher. Voilà. Donc, c'est beaucoup de manutention tout pendant ces 4 jours qui arrivent. Voilà. Donc, Joanne voulait nous parler un petit peu d'une demande du Conseil municipal des jeunes. Oui, alors, c'est parce que... Alors, on avait prévu une activité nettoyage, mais on l'a reportée. Oui, parce que comme il pleuvait ce week-end-là, on l'a reporté et de ce fait, c'est plus à l'ordre du jour pour l'instant. On le fera en septembre. Il faudra le faire. Non, là, c'était parce que ils ont demandé d'avoir un skatepark. C'était leur premier projet. Ils voulaient que... Bon, donc ça, c'est bien, c'est en route. Je ne sais pas quand est-ce qu'on l'aura. On attend les subventions. On attend les subventions. Mais comme en plus, ils auraient voulu une petite rampe sur le côté, quelque chose en plus que ce que nous, on avait prévu. Alors ça, on leur avait dit, ben oui, mais comme ce n'est pas prévu, il faudrait que ça soit de l'autofinancement. C'est-à-dire qu'il faut que vous arrangiez pour amener l'argent. Alors ils ont dit, bah, d'accord, on va faire quelque chose, on va faire une manifestation pour pouvoir avoir cet argent. On n'aura peut-être pas suffisamment. Mais enfin, voilà, ils seront volontaires. Donc, ils m'ont fait hier une lettre que je dois lire au conseil municipal et monsieur le maire. Je vous la lis.
Alors, c'est Donc je l'ai lu d'abord, je suis d'accord pour la bien lire. sûr. Non, parce que non, je vous rappelle, c'est vrai que c'était un débat à un moment donné qu'on avait eu. Est-ce qu'un maire doit lire toujours en conseil municipal une lettre qu'il a reçue d'un ministre? La réponse est non. Le maire, c'est lui qui est destinataire de l'ordre, qui est exécuté, enfin, qui met l'ordre du jour, et que si une lettre est trop polémique, etc., qui ne fait pas avancer le bien commun, Oui, mais là, il n'en met pas. Non, mais c'était voilà. pour C'est rappeler une ce que c'est demande, le sens c'est d'une une lettre. demande, en fait. Ce sont des conseils municipaux. Oui, Ce sont des bien conseillers sûr. municipaux, Voilà. voilà. Alors, monsieur le maire, aujourd'hui, le conseil municipal des jeunes s'est réuni pour mettre des... Je vous la lis comme elle est, hein, pour mettre des projets d'autofinancement pour la rampe de skatepark. Nous prévoyons un événement au printemps 2025. Pour cela, nous vous demandons le montant du budget que vous pourriez nous donner. Merci d'avance. Le conseil municipal, ils ont tous voté, sauf Malou, parce que malheureusement Malou n'était pas là. Mais on va s'arranger pour que la prochaine fois on fasse à des heures où tout le monde sera présent. Il nous en manquait juste une hier. Voilà, donc je te soumets la demande du conseil municipal des jeunes. Bah, Quel budget peux-tu leur accorder? bah, écoute, Pouvons-nous alors, je leur ne vais pas accorder? dire qu'on va donner la somme aujourd'hui, je vais dire qu'on est Bien d'accord sûr. sur le principe. Enfin, franchement, pourquoi on serait contre? Ah ben, il faut être content donc. Bah, voilà, Voilà. s'ils veulent organiser un événement pour essayer de récupérer un petit peu plus d'argent, ben, Ah, ils ont plein de projets. Hein. Voilà. Attention. Hein. Alors, parce que comme j'ai appelé le conseil départemental aujourd'hui, je leur ai dit, au fait, pour les subventions, on avait aussi d'autres dossiers. Bon, j'ai dit moins important financièrement que le cabinet médical. J'ai dit, parce que c'est pas. Elle me dit, ça passera en commission permanente au mois d'octobre, comme la route qu'on avait demandé aussi. Donc, on aura la subvention, on l'aura. Voilà. Mais bon, je pense qu'il faut laisser les jeunes aussi un peu sur leur dossier et avancer là-dessus. Donc la réponse qu'on peut faire, enfin on ne va pas voter parce que ce n'est pas une décision. Je pense qu'on peut consacrer un peu d'argent de notre budget s'ils veulent qu'on les accompagne pour faire une action dans laquelle ils auront voilà, un petit... Je pense que c'est les responsabiliser Oui, aussi, mais c'est bien. Oui. Parce que c'est vrai qu'ils ont une certaine idée de ce qu'ils peuvent faire, mais je pense qu'ils ne sont pas conscients que... Ils sont utopistes, quoi. On va faire ça, mais j'imaginez... Oui, après, voilà, c'est vrai. Mais moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il, de votre part, il y a un nom définitif? Bon, je ne crois pas. Ouais, je pense que... voilà. Laissons-leur, gardons leur optimisme sur les projets, parce que des fois, même nous, des fois, on est un peu déçus de tous les projets qu'on peut monter, donc il faut qu'ils restent dans ce projet-là. La réponse est oui, on les aidera. D'accord, merci pour eux. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, moi. Est-ce que vous avez des points que vous souhaitez aborder? Alors Magali et Jean-Luc, et après tu passeras à Jean-Luc. Alors, c'est juste pour vous rappeler, je vous ai envoyé un petit mail, mais on fera plus d'informations là-dessus. Le 3 juillet à 18h, à la salle du Doulovi, il y aura c'est pas une rencontre en fait, c'est... Un compte rendu? Un bilan? Une réunion publique où tout le public, donc tous les citoyens seront invités à participer, ainsi que les conseillers municipaux. Ça se fera avec le Parc national des Cévennes. C'est parce qu'on est en train d'essayer de clore véritablement l'atlas de la biodiversité communale. Et là, on en est à repérer les enjeux et à voir quels enjeux justement vont être choisis. Donc de quelle façon protéger, mettre en valeur tout ce qu'on a pu trouver tout au long de l'Atlas de la biodiversité communale. Donc normalement, les Atlas de la biodiversité donnent lieu à des réunions publiques parce qu'il faut que ce soit les citoyens qui décident en tout cas, qui proposent des choses, même si la décision finale sera celle du conseil municipal. Mais en tout cas, il faut que ce soit les citoyens qui proposent des choses pour tout ce qui est enjeu de la biodiversité qu'on a trouvé. Donc ça peut impacter les PLU futurs, ça peut impacter la façon de le mettre en valeur, donc le tourisme, ça peut être plein d'idées. Il ne faudra pas s'arrêter à c'est peut-être pas possible, non, il faudra donner plein d'idées pour pouvoir voir ce qu'on pourra faire pour la mise en œuvre de cet atlas de la biodiversité communale. Donc, si j'ai bien compris, parce que ça fait longtemps que ça a été mis en œuvre,
c'était l'ancien mandat qu'on avait commencé. Et donc, en fait, il y aura quand même aussi une sorte de document dans lequel on aura un inventaire de la faune et de la flore. C'est intéressant parce qu'ils ont travaillé un peu sur notre spécificité. Je pense qu'il y a les botanistes du parc, on peut travailler. Enfin, je veux dire, c'est intéressant d'avoir un peu sur notre territoire des choses qu'on ne sait pas, quoi. Donc, géologiquement parlant, la faune, la flore, enfin, voilà, c'est intéressant. Et puis le mettre en valeur. L'idée, c'est que, voilà, quand on avait démarré cette biodiversité, on avait dit qu'il ne fallait pas que cet objet soit une contrainte pour nous. Que ça ne soit pas un truc en disant, qu'on le sort comme ça, en disant, mais ça, on ne peut pas le faire, etc. C'était de se dire, on a une richesse, c'est la biodiversité, on l'a, cette richesse, tout le monde ne la connaît pas. Voilà, parce que si tu n'es pas botaniste, si tu n'es pas... voilà, il y a des choses que tu ne sais pas. Et il y a des espèces rares sur le territoire. Donc voilà, on n'est pas non plus là à dire, là, il ne faut pas marcher là parce qu'il y a ça. Mais il faut connaître. C'est intéressant voilà. Il n'y a pas que... On parle toujours d'espaces naturels qui ne sont pas à Saint-Paul, alors que Saint-Paul, on a un territoire magnifique. Voilà. Et il y a vers le sud, moi j'ai toujours dit, on a l'équivalent du bois de paille olive bien caché dans la nature. Le même. C'est vrai. Voilà. Jean-Luc ? Oui, en complément de ce que Magali vient de dire, ce week-end aux Rencontres du Vivant, vous pourrez voir des flammes qui ont été faites à partir de la production de l'Atlas de la biodiversité. Et puis aussi, au même moment où on aura fini la voie douce, je crois qu'on mettra aussi le panneau, le nouveau panneau de randonnée, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je me rappelle le panneau que vous avez travaillé, dans lequel vous vous rappelez, le grand format. Donc il va remplacer le panneau en bois qui est à l'entrée devant le Crédit Agricole. Hein, et donc qui est notre vision que ce panneau, qui était bien conservé finalement. Je pense qu'on va le garder quelque part en souvenir parce qu'il a bien vieilli finalement. Mais donc on le mettra en même temps. Et je pense qu'on va essayer de le mettre. Je voudrais que Denis de la communauté de communes vienne le placer avant l'été. Ça serait bien. Alors j'en ai commandé un deuxième parce que finalement, ce qui coûte le plus cher, c'est la réflexion, la mise en place informatique, tout ça. Après, un tirage supplémentaire, ça ne coûte pas très cher. Et je m'étais dit que dans le point info, à l'arrière, vous savez, actuellement, il y a une photo qui est un peu bancale. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous vous rappelez, c'est une photographie aérienne. Elle est un peu vieille, elle est un peu décalée. Je me disais, on pourrait mettre ce plan-là, parce que il aurait à la fois à l'extérieur, puis un à l'intérieur. Et puis, la communauté de communes a fait un grand plan où il y a toutes les randonnées qui sont entretenues par la communauté de communes. Par exemple, nous, la boucle des lavoirs, on a un peu de trucs symboliques. Et du coup, ça fait une grande carte qui est assez intéressante. Et on la mettra, je pense qu'on achètera un exemplaire de plus, on le mettra dans le point info aussi. Voilà. Ou à l'extérieur, si on peut, on verra un petit peu. Le point info, il sera ouvert de quand à quand cet été ? Alors, le point info, on y travaille. Donc, on va faire un peu comme l'année dernière, parce que par rapport à nos agents, vous savez qu'il y a des agents qui sont annualisés par rapport au temps des écoles. Hein, c'est un peu... Donc, voilà. Et puis, je pense qu'on fera un petit recrutement, comme on avait fait les dernières, sur une période où en fait, cet agent est en vacances, parce que 3 semaines. Voilà. Donc, on fera le joint comme ça. On fera un peu les ouvertures du vendredi sur... voilà. Oui, pas avant les vacances, oui. Dans le mois de juin avançant, dernière question que j'ai encore à l'esprit, est-ce qu'on s'est positionné sur le marché sous les arbres ? À quelle date ? Alors on a dit qu'on basculerait après cette semaine. Okay. Et le grand saut, ça sera la semaine prochaine. Donc voilà, on s'est dit ça. Parce que cette année, on sent que les gens sont moins pressés parce qu'il ne fait pas chaud. Voilà. Mais on se dit que voilà, on basculera. Donc cette semaine a encore lieu et la semaine d'après, on basculera sous les arbres, quoi. Je dis ça parce qu'il faudrait aussi mettre une petite info sur l'IWAP, oui, histoire de prévenir les commerçants aux alentours, les sédentaires, oui, de manière à ce qu'ils soient prévenus qu'on fait le marché sous les arbres. Oui, mais il faudra peut-être le publier pour la semaine prochaine. Et en parlant justement de marché, de choses comme ça, il y a, donc cette année, le comité des fêtes se remet en œuvre, mais il y a aussi l'arrivée des forains pour la fête de Rotive, donc il faudra que je prenne des décisions sur l'emplacement de leur habitation. Parce que l'usage était qu'avant, il n'y avait pas la voie douce, avant, il n'y avait pas le quai, et il y a une fâcheuse tendance à monter sur la partie engazonnée. Voilà.
Donc là, je vais être un peu plus strict. Ils ont été avertis, on leur a fait un courrier en disant qu'ils ne s'installent pas tant qu'on ne les a pas placés, en fait. Et la question que je me posais, c'était de se dire, au fond, est-ce qu'on ne sacrifie pas la route, par exemple, entre le Crédit Agricole et le Pont Vert? On bloque tout là. On pourrait bloquer, parce que ceux qui arrivent de Frigolé pourraient le faire. Ça dure 3 jours la fête, c'est pas non plus l'enfer. Les gens de Frigolé pourraient, au lieu de venir vers Saint-Paul, sortir de l'autre côté. Et il n'y a pas grand monde qui est coincé finalement. Il n'y a pas grand monde. Monsieur Olmos. Il n'y a que M. Olmos. Et, Voilà. et ici, et Hugo aussi. Et Péril. Oui. Qui sont. À côté après le Crédit Agricole. Oui. Mais en fait, on pourrait peut-être arriver à trouver un compromis parce que ça vaut le. Ou alors, ou après, parce que là, l'avantage qu'on a là aussi, c'est que comme on avait enlevé le bungalow, j'ai gardé l'eau et l'assainissement. Donc, ils ont un point d'eau là, eau et assainissement qui est sur le bord. Donc, ça dépend, parce qu'en fait, ça dépend qui vient. Et il y a des gens maintenant, si tu veux, ils ne sont pas de loin. Des fois, ils ne mènent plus leur caravane. C'est-à-dire qu'ils viennent à la journée et ils ne sont pas là. Mais d'autres, oui, ça dépend. Des fois, ils sont d'Alès ou de pas loin, et du coup, ils font le va-et-vient. Mais après, voilà, ils aiment bien être à côté. Alors après, c'est vrai que ça s'y prête, et puis c'est historique. Je connais des villages où, des fois, leurs caravanes ne sont pas à côté. Mais voilà, au Vence, tu ne mets pas ta caravane à côté, il n'y a pas la place. Ou alors, je m'étais dit, c'était de l'autre côté, là où il y a la maison, où il y a la petite vierge dans le renfoncement. Si on bloque là, c'est la rue, on bloque là et on peut aller presque, on va beaucoup plus loin de ce côté parce qu'il n'y a que la descente de Morine. Pourquoi? Parce que les gens, c'est plus court de faire le tour de ce côté-là que de faire le tour de l'autre côté. Bah qui? Pour qui? Ceux qui habitent, par exemple, je dis ma maman. Ta maman à pied. Non, je plaisante. Oui, mais enfin bon. Après, dans des villages, des fois, la circulation est coupée de tel endroit à tel endroit pendant 3 jours. Hein. La question pour nous, c'est que d'abord, il faut que ça soit en sécurité pour pas que les gens il y ait un accident, etc. Mais après, je me suis dit, on pourrait couper un bout de route. En fait, il faut qu'on le regarde un peu, on a encore un peu le temps. Hein. Mais je sais. Mais on peut peut-être même laisser la sortie des gens qui habitent juste derrière le Crédit Agricole. Et M. Olmos, il peut avoir sa sortie, il sort vers là-bas. Tu vois, au lieu de venir vers là, on lui dit, on vous laisse à la sortie de votre portail, vous faites comme ça, vous êtes le seul à partir vers là, et les autres, ils ne viennent pas. Je veux dire, ce n'est pas non plus dramatique pendant 3 jours, et au moins, on aurait un espace... C'est bloqué entre le tennis... Oui, c'est bloqué. C'est bloqué, là. Oui. Donc, tous ceux qui vont descendre dans le haut du village... Ils passeront à gauche. Voilà. Après, c'est les contraintes de fête qui durent 3 jours, quoi. Oui, Jean-Luc. Il y aura 2 choses à étudier. Est-ce que l'intérêt d'avoir des évacuations d'eau là, de ce côté-là, et c'est vrai que la bande est plus large, parce que le parking est plus en profondeur, et les poubelles sont pas loin. De l'autre côté, il y a des branchements électriques. Oui, et alors, tu as raison, et de ce côté, j'ai gardé, pour cette année, ça va être un peu bancal, mais j'ai gardé l'ancien branchement du bungalow, je ne l'ai pas sacrifié. Okay. Tu sais, là, à côté du stop, il y a une boîte. Alors, parce que j'avais dit, donc j'ai fait passer une gaine dessous, et que si un jour on veut mettre un branchement pour voiture électrique, à la voiture de Julien, par exemple, tac, on fait ça, ou alors on pourra ajouter des prises forain aussi dessus, justement pour faire ça. Donc, tout est prêt, mais ça ne sera pas prêt cette année. Alors après, ils avaient pour habitude de tirer leur câble, ils traversent avec un truc, là, ils le font aussi. Moi, je me dis que ça vaut le coup de sacrifier la route pour qu'ils s'installent correctement, parce que je veux plus parce que sinon, ils montent sur la voie douce cette fois-ci. Et puis en plus, ils bloquent la rue du procureur, puisque tout est en bas, c'est tout bloqué. Hein. Oui. Après, voilà. Donc, après, ils peuvent aussi, on peut prendre le petit parking à côté du jeu d'enfants, et ils se mettent en bordure, là aussi. Ils peuvent mettre 2-3 caravanes, là, sans monter sur le truc. Oui, mais des fois, ils montaient sur le rebord. Voilà. Donc, cette année, alors, parce que l'objectif, quand on a fait le tour l'autre jour, c'est qu'en fait, il faut qu'aucune voiture puisse rentrer sur la place en passant par des endroits qui ne sont pas les vraies entrées. Après, on peut réduire un peu l'espace aussi dans l'allée principale, entre les manèges, entre les forêts, hein, je sais pas. Il faut voir l'usage. En tout cas, moi, ce que je ferai, c'est que je les attendrai le jour qu'ils viendront. Ah, mais non, mais bon, on a des bonnes relations avec eux. Hein, je veux dire ça. Pour le trottoir côté route aussi. Hein. Ouais. Côté, puisque souvent, c'est vide, là. C'est vrai. Ouais.
Bon, enfin voilà, c'est à creuser, c'est une nouveauté cette année, il faut la tenir bon sur la nouvelle organisation de leur habitation, c'est tout, c'est pas non plus... voilà. Parce que je crois qu'il y a des manèges qui reviennent cette année, qui n'étaient pas venus depuis 2 ans, qui vont revenir, donc du coup, ça va jouer un peu des coudes. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous levons le camp. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions